Bonjour à tous. On est un peu en retard, mais c'est pas très grave. J'irai très vite. Donc merci d'être venus, c'est hyper cool. Donc on se retrouve depuis l'année dernière, c'était pour la 5.2. Cette année, c'est pour la 5.3 et plus. Parce que forcément, sur cette année, on a fait beaucoup d'évolution de la plateforme. Donc je vais commencer moi par vous faire un descriptif comme l'année dernière de toutes les évolutions, un peu tous azimuts. Des choses de cœur ou front de la plateforme, pas forcément sur tous les add-ons et tout ce qui se passe autour de la plateforme, sur les IDE, sur le VMOX, etc. Ça, on verra plutôt en atelier après. Donc là, on va vraiment parler de simplicité, de nouvelles fonctionnalités. On ne parlera pas de tous les bugs qu'on a corrigés. Voilà, mais en gros, on a traité cette année, je sais pas, une quarantaine, cinquantaine de vos besoins, plus les évolutions cœur qu'on a faites par nous-mêmes pour faire évoluer tous les composants et en rajouter. Alors, on va commencer par la 5.3, qui est actuellement en bêta, mais là il est marqué release, mais bon, prochaine release. C'est la prochaine release, une bêta finie par la prochaine release. Donc on va faire toujours, on va commencer par la 5.3 et ensuite la 5.4, qui deviendra sûrement une V6. Donc si on reprend un peu nos stations où il n'y a pas trop de problèmes d'incidents graves voyageurs, aujourd'hui donc on est en 5.2, enfin vous êtes tous censés être en 5.2. Bon, il y a des retardataires qui sont encore en V4, P24, P25, P... Il y a même des V3. Ouais, je sais plus. Bon, il y a encore des V4. On maintient gentiment, mais on fait que du correctif. Hein. Il n'y a plus du tout d'évolution sur cette branche. Pardon? Oui, bien sûr. T'es pas obligé de tout noter. Oui, non, la presse, elle sera, quand on aura corrigé toutes les fautes d'orthographe, sûrement, mais on la diffusera après. Donc pour la V4, on continue de la maintenir, je ne sais pas combien de temps, mais encore en juin 2024. 2024. C'est marqué sur le site de documentation. Oui, mais je ne l'ai pas vu. Non, mais ouais. Donc il ne faut pas s'affoler, mais bon, ça serait bien de passer de l'autre côté, en V5, qui aujourd'hui, donc on a les releases qui s'enchaînent, le X qui s'incrémente, et qui est toujours compatible ascendant, c'est toujours les évolutions. Donc on reste sur une version majeure 5. Il n'y a pas de rupture technologique forte entre les passages de release. Donc la 5.3 aujourd'hui qui est en bêta, donc là je vais vous montrer ce qu'elle contient. Et ce qui est en gestation en ce moment, la alpha sur lequel on travaille en R&D, c'est la 5.4 qui commence à devenir un peu balèze avec des points de rupture qui fait qu'on ne pourrait pas repasser d'une 5.4 à une 5.3, donc ça sera sûrement une V6. Parce qu'il y a c'est compatible ascendant, mais le métamodèle simplicité va évoluer sur certains composants, on verra ça. Et donc voilà, elle est bien éligible à passer en V6. Un petit zoom que David voulait préciser. Ouais, alors j'ai eu plusieurs fois des gens, notamment dans des avant-ventes, qui ont dit Docker va devenir payant, au secours, voilà, il ne faut plus packager en Docker, etc. Donc on a quand même vérifié, parce que pour moi c'était Docker Desktop qui devenait payant. Donc Docker Desktop, c'est ce qui permet de faire tourner Docker sur un poste client, typiquement sur Windows. Donc là, effectivement, pour des entreprises de plus de 250 employés, Docker Desktop devient payant. Par contre, le moteur Docker qui tourne sur des serveurs, notamment sur du Linux et autres, lui, continue à être totalement gratuit. Donc, on continuera à packager des images Docker et il n'y a pas de souci, et ce ne sera pas payant de les faire tourner. Voilà, c'était juste un petit zoom là-dessus parce que... Aussi, il y a toujours le SIM. Donc... Non, parce que voilà, il y a des inquiétudes. Oui, sinon, il y a d'autres techniques. Puis comme je dis, simplicité, au fil des années, on l'a packagé dans 25 technos. Donc, Docker, c'en est qu'une parmi d'autres qui a un certain niveau de réussite. D'où le fait qu'il commence à ponctionner les gens à la mode Twitter. mais voilà. En tout cas, pour la manière dont on fait tourner simplicité sur des serveurs, ça n'a aucun impact. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur ce point-là. Ouf. Voilà. Bon, alors sur les upgrades. Donc j'ai pas mis breaking change parce que souvent ça fait peur, breaking change, et voilà là. Non, sur la 5.3, c'est juste des évolutions des composants. Donc on passe de Bootstrap 4 à Bootstrap 5. Donc Bootstrap, c'est vraiment la côté front UI. Donc si vous utilisez des API simplicité, c'est transparent parce que simplicité implémente les deux versions. Si vous avez du code natif Bootstrap 4, en 5, il y a quelques petites choses qui changent. J'espère que vous n'avez pas fait de front spécifique complètement full Bootstrap. Voilà, c'est bon. Je les vois au fond là. Les customisators. Donc ça on fait pas. Ce qu'on s'est autorisé, donc ça c'est plutôt bien, c'est qu'avant, donc en 5.2, etc., on faisait du JavaScript natif old school des années 2010. On restait compatible pour tout navigateur, y compris IE11 et compagnie.
Bon là, cette version n'a dit stop, on ne peut plus, on fait du JavaScript moderne, donc le moteur simplicité front utilise des promesses, etc., toutes les technologies classiques des navigateurs modernes. Donc dans cette version, j'espère que vous avez pu... Enfin, il n'y aura plus d'IE11, il n'y aura plus de vieux Chrome, de vieux Firefox, enfin, quand je dis ça, c'est 2018. Donc je pense que tous vos clients, tous les usages sont faits sur des... À part certains ministères. Il faut garder les versions OSR de Firefox, au moins les 2 dernières. Non, mais ça c'est récent. Ça c'est après 2018. Non, Là, on est vraiment sur 2017, 2017, etc. Les ECMAScript 6 et 7, c'est arrivé il y a bien 5 ans. Donc quand même, en 5 ans, on réécrit toute l'informatique. Hein, Il y a des versions de 11, je crois. Oui, il y a même... Il y a des ministères qui sont... Bon, après, voilà. Bon, après, là, tant pis, ils ne feront pas de simplicité. Oui, ils resteront en 5.2, hein, pas de problème. Non, mais on a modernisé les choses sans non plus utiliser les dernières features Non, mais quand tu dis ES7, on fait de l'ES5. Hein. Là, c'est Si, les awaits, ça arrivait quand c'est du ES7. C'est que, parce que les lambda promesses, tout ça. Oui, ça c'était déjà, ça fait longtemps que c'était là. Mais on ne s'autorisait pas à en faire, on faisait tout à l'ancienne. Donc maintenant, ça améliore plein de choses. Donc je pense que même vous, dans vos scripts front, vous faites déjà de ce genre de syntaxe sans le dire. Enfin, je sais pas. Enfin bon, nous, dans le cœur plateforme, on s'autorise. Donc ce qui fait qu'il y a des vieux navigateurs qui meurent. Mais bon, donc il faut quand même être vigilant que vos utilisateurs n'ont pas des usages avec des vieux navigateurs. Donc dans le monitoring simplicité, vous avez un onglet qui donne tous les navigateurs. Enfin, je ne sais pas si tous les user agents sont remontés dans la plateforme. Donc on peut voir, on peut traquer ceux qui utilisent des trucs un peu exotiques et leur login. Après, bon, c'est les composants qui évoluent. Donc ça, c'est tous les open source qu'on embarque. Il y a Chart.js pour les graphiques. Donc eux, ils n'arrêtent pas de changer de version, ils aiment bien, mais là, on a pris les nouvelles librairies. Pareil, si vous utilisez les librairies simplicité, c'est transparent. Si vous avez fait du Chart.js, donc on embarque toujours l'ancienne version, mais elle n'est pas mappée directement. C'est le temps de gérer la transition. Voilà, ça marchera toujours pareil. Full calendar, on a la V3, la V4, la V5 dans la plateforme, mais simplicité utilise la V5. Mais vous pouvez toujours utiliser la V4, etc. On la garde dans le packaging, et donc il y a une variable qui dit quelle version on utilise. Bon, il n'y a pas de grande différence, pareil, dans les passages de version, donc à upgrader, c'est quand même... Puis ça a pas mal de nouvelles fonctionnalités, donc autant changer de version, voilà, on va un peu avoir un refactoring sur les events. Pour ça, c'est leur documentation, de toute façon, c'est assez documenté sur les migrations de version. C'est pas très impactant. Des choses que vous avez jamais fait, mais que Simplicité ne contrôlait pas. Donc on exportait, il fut un temps, en Excel, mais en HTML. C'était de l'HTML qui était exporté dans Excel. Donc ça on a complètement abandonné. C'était deprecated, ça on l'a retiré. Donc maintenant on fait que du POI pour générer des exports dans Excel, des listes, etc. De façon asynchrone, on utilise une nouvelle librairie d'Apache, de POI pour faire du flush asynchrone et bufferiser. C'est-à-dire qu'avant on chargeait tout en mémoire et puis ça prenait tout avant de cracher un fichier Excel sur disque. Là, l'écriture se fait au fur et à mesure sur disque, ce qui fait qu'on ne pollue pas la JVM quand on fait des gros exports. Un autre truc qu'on a décidé de mettre en dur, c'est qu'on a vu, mais normalement vous ne faites pas ça, c'est que certains champs, types de champs, on va dire des blogs, des CLOG, enfin des gros volumes, donc des documents, des images d'HTML, des blocs-notes, etc., étaient mis en clé fonctionnelle d'objet. Donc suivant les bases de données, ça se passait plus ou moins bien, voire très mal, parce qu'en fait, indexer un document blob, les bases ne savent pas très bien faire. L'unicité sur un document large, c'est pas conseillé. Donc Simplicité ne le bridait pas, c'était autorisé, on pensait que personne ne le ferait, mais il y a des petits malins qui ont essayé. Donc, typiquement, si on met sur les documents, on crée un objet, puis on veut mettre la liste des documents, on dit tiens, le document c'est la clé. Oh, bon. Sauf que bon, après, ça se passe très mal sur puis rechercher, etc., c'est compliqué. Il vaut mieux mettre le titre du document et le document. Voilà. Donc ça, maintenant, on ne peut plus. Voilà. Donc je ne pense pas que vous ayez des champs comme ça, mais si vous avez fait des champs avec des clés fonctionnelles sur des blogs, il faudra revoir la conception. Ou brider à moins de 4000 caractères. Enfin, parce qu'elle peut aussi des textes. Si vous les avez mis à 50 000, 100 000, on va voir pourquoi. Donc ça, c'est peut-être une rupture, parce que si jamais c'est utilisé, il y a quand même à repenser un peu son modèle. Alors sur la 5.3 niveau cœur, il y a de nouvelles fonctionnalités. Donc je vais prendre un peu dans l'ordre d'arrivée. Donc là, une grosse fonctionnalité qui permet aux instances et la data link de dupliquer, de synchroniser des données simplicité entre deux applications différentes.
pas des instances d'une même application, mais si j'ai deux applications, un CRM, un back-office qui fait la gestion des stocks, j'en sais rien. Mais on a des objets en commun, typiquement des objets de référentiel, la liste des produits, la liste des fournisseurs, la liste de je sais pas quoi. Et bien là, en fait, on a mis nativement dans la plateforme un mapping entre toutes les instances, enfin toutes les applications. Donc on décrit l'ensemble des hosts, s'ils sont maîtres ou abonnés ou esclaves des données maîtres. Et on dit quels sont les objets métiers qui sont à synchroniser. Donc les objets métiers, c'est vraiment des tables qui sont dupliquées, c'est les mêmes tables à l'arrivée. Quand il y a une mise à jour qui est faite sur un master, il diffuse dans les abonnés. On peut avoir plusieurs masters, parce que la donnée peut être mise à jour à différents endroits, et ça commence. Très rapidement, Feature Request, préciser des scopes pour avoir des îlots fonctionnels dédiés pour des partenaires. Des scopes. Le synchronise est juste certains corps. Sur le data. Ah oui, pas toutes les lignes. Pas toutes les lignes, d'accord. Ça, on pourra s'en sortir si on utilise une instance spécialisée ou un truc comme ça. Mais tu fais un objet qui hérite en mettant un filtre. Ça peut marcher. On peut en discuter. Bon, après, ça a du sens. Je suis en mettre certaines lignes sont en mettre là. C'est la première étape. Parce qu'en fait, effectivement, l'usage c'est de synchroniser vraiment des objets de référence. Ce qui permet d'avoir les objets, enfin, dans le modèle, c'est-à-dire que la couche logique est respectée. C'est-à-dire qu'on peut ensuite utiliser ces objets pour faire des rejointures, enfin, les réutiliser dans ces objets. Enfin, on les a vraiment en local. La couche technique de synchronisation physique, elle est transparente et elle est portée par des API REST où les simplicités dialoguent entre eux. Et donc, du coup, ça serait pas la première pierre pour permettre des modes déconnectés? Voilà. Alors, un des intérêts, c'est la dispo de service, c'est éviter d'avoir un back qui soit 24/24, etc. C'est qu'on duplique la donnée. Bon, on duplique, hein, donc c'est vraiment des objets qui sont dupliqués. C'est pas juste un cache en mémoire, voilà. Oui, ça cache remplace, en base. Voilà. Cache en base. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Oui, parce qu'avant, pour faire ça, on ne pouvait pas, donc il fallait faire des objets remote, des objets services, qui forcément faisaient en transactionnel, enfin, au moment de l'usage, faisait l'appel au système back qui devait être disponible. Donc là, on duplique, on s'autorise à ce que les systèmes s'arrêtent, ou plantent, enfin peu importe. Parce qu'en fait, à partir du moment où ils se réveillent, il y a des tâches des tâches asynchrones qui permettent de se resynchroniser par rapport à un master valide. Donc on considère que les masters sont tous masters, à un instant T, ils font foi sur les données. On n'a pas géré, donc là dans les to-do, c'est la gestion de conflit. C'est-à-dire si on a deux masters qui mettent à jour une donnée métier, c'est la logique de timestamp qui le manque. On n'a pas de fonction de merge ou de choses intelligentes qui vont dire tiens, les données ont été mélangées, il faut que je les fusionne, un peu comme quand on commit de choses. Là c'est le dernier qui met à jour qui gagne. La règle est simple. Ce qu'on n'a pas fait encore qui pourrait arriver, c'est le mapping. Là, toi tu parlais de filtrer qu'est-ce qu'on synchronise, mais aussi filtrer les champs qu'on synchronise ou pas. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui map, c'est vraiment, si on a deux objets, c'est vraiment les champs qui sont communs. S'il y a des champs en plus dans un système, ils ne seront pas pris en compte dans la synchro, forcément. Mais on pourrait faire des règles de transformation simples, choses comme ça. Parce que souvent, entre systèmes, il y a des problèmes de transcodage, etc. Il y a la gestion de conflits. Et en fait, les data links, en gros, ici, on a des hosts. Donc là, c'est des hosts simplicité. Mais si c'était des hosts autre chose, là, il faudrait quelque part modéliser comment on fait le mapping avec le système tiers, comment on l'interroge, l'accès CRUD pour pouvoir faire le mapping et pouvoir se connecter à n'importe quel... Oui, la manière des objets services qui interagissent. Un peu comme les objets services, donc là il y aura sûrement du code à faire parce qu'on ne peut pas tout modéliser, mais il y aura une classe qui implémenterait le mapping entre les systèmes. Donc voilà, il y a plein d'évolutions possibles. Aujourd'hui, c'est vraiment de la réplication simple, synchronisation. Au fil de l'eau, quand les systèmes sont up, quand ils sont arrêtés, quand ils se réveillent, ils se réabonnent, ils vont rechercher par rapport à la date de dernière mise à jour tout ce qui a été modifié. Et puis voilà, ça se synchronise. Donc ça c'est la première fois qu'on la met en place. Donc pareil, on attend en retour. Nous on sait que ça va servir pour ce cas d'usage-là, mais les cas d'usage, les façons d'utiliser ce composant peuvent évoluer. Donc c'est à vous de faire les retours par rapport à vos premières implémentations. On a revu dernièrement, et on l'a backporté en 5.3, voire même en 5.2, mais j'en parle là, c'est qu'en fait la gestion des tâches asynchrones, dans la cron, des tâches uniques.
Maintenant, il y a beaucoup de déploiements qui sont en cluster. En fait, on a une application mais avec plein d'instances redondées, c'est-à-dire qui implémentent la même chose, donc qui accèdent à la même base de données. Et dans les cron, on a des jobs qui doivent se lancer qu'une seule fois. Il y a des jobs qui doivent se lancer partout, parce que c'est de la purge en local, des choses comme ça. Mais il y a des jobs métiers qui doivent, je dois envoyer des mails, je dois faire je sais pas quoi en masse. Il ne faut pas le lancer sur tous les nœuds. Donc en fait, il existait déjà depuis longtemps un système de verrouillage. Sauf que quand une instance tombait violemment, plus personne n'avait le verrou. Il y a des problèmes de robustesse à ce niveau-là. Donc on a renforcé pour que maintenant qu'il y ait un service ping, que les instances s'appellent entre elles, même si une instance tourne et elle dit tiens, c'est pas moi qui dois lancer un job unique, parce que le verrou, c'est pas moi qui l'ai, je regarde quand même si celui qui a le verrou, il est toujours là. Donc il y a une petite intelligence qui est mise en place pour qu'ils reprennent le verrou et que ça soit transparent. Donc ça peut changer de main si jamais le système qui lance les tâches uniques n'est plus là. Voilà, puis, avec d'autres mécanismes d'arrêt-relance, etc., pour que le lock soit plus... Parce qu'en fait, avant, il fallait le purger à la main en base. Et donc, personne ne pensait à le faire. Et donc, pendant 2-3 jours, le temps qu'on s'en aperçoive, ces tâches-là n'étaient plus lancées. La reprise de verrou, c'est automatique par défaut, ou si on a taillé sur mesure l'instance 1 pour faire tourner quelque chose, on peut bloquer. Il faut qu'elle soit lancée pour faire tourner un truc. On peut bloquer. Oui, parce qu'il dédie des instances pour les traitements en batch, quoi. Ah, donc elles sont jamais down. Évidemment. Si ça se produit, une autre va pas venir dire. C'est moi qui prends. Là, le problème, c'est que il faut que le ping, il faudra faire un faux ping à ce moment-là. Aujourd'hui, je ne comprends pas que ça soit débrié. C'est un mécanisme standard par défaut qu'on ne peut pas débriser. En fait, c'est que pour qu'elle se ping, c'est qu'elle connaît, elle accède à la table des nœuds. Donc, oui, mais là, son instance, elle va se référencer dans les nœuds. Non, il y a peut-être une notion de dire... Cette instance-là, celle qui lance les trucs, il ne faudrait pas la mettre dans les nœuds. Elle ne fait pas partie du cluster, en fait. On la met dans une pile à part. Okay. Pas dans l'idée, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit dans la tête des nœuds. C'est ça, c'est clair. Et après, sinon, effectivement, on peut brider autrement avec un autre verrou, un verrou du verrou. Bon, ça mérite de regarder un petit peu. On va la déployer autrement. Non, mais il faudra réfléchir. Mais c'est pas un cas qu'on a. Parce que tu les distingues comment, les instances? Tu leur passes un paramètre qui dit celle-là, c'est l'instance batch. C'est ça? Enfin, c'est le nœud batch. Disons qu'il y a un paramètre effectivement au démarrage. Au démarrage. Mais pour rester dans le standard, il suffit d'avoir une stack à côté. Oui, non, mais il faut voir à quel endroit on retire du... Elle n'est plus dans ce sol. Oui, mais quand elle va déclencher son truc, elle va quand même mettre un truc dans la table de lock, non? Elle va le mettre. Non, mais c'est pour ça qu'il faut le brider d'une manière ou d'une autre. Il faudra qu'on réfléchisse. Bon, il y a un petit point de réflexion là-dessus. On sait quoi faire. Donc à la question si ton instance elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Tant pis pour toi. C'est ça. Ça, par contre, le corollaire, c'est ça. On va pas dire mon job s'est pas lancé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il le surveille. C'est toujours là. Ok. On a intégré sinon les librairies Kafka pour faire du JMS sans JMS. Ouais, du JMS moderne. En fait, du JMS moderne. Gestion de fil asynchrone d'abonnement, client, producteur, consumer. Il y a déjà des gens qui font ça avec d'autres technos. Je nommerai personne. Nativement dans le cœur, on n'utilise pas ça. On n'avait pas, non, mais c'est vrai qu'on n'avait pas intégré les lits clients de Kafka. Donc voilà. C'est pas une évolution phénoménale. Ça rajoute juste 15 livres comme à chaque fois qu'on rajoute des trucs. Voilà. Donc voilà, côté cœur, il n'y avait pas grand chose. Côté front, alors une nouvelle fonctionnalité, les bookmarks. Donc les bookmarks, c'est comme son nom l'indique, c'est que l'utilisateur peut enregistrer ses favoris. C'est-à-dire quand il est sur un formulaire, qu'il est sur un objet qui utilise des favoris et qui est habilité au groupe des bookmarks, il y a plein d'habilitations à avoir. Il y a un petit bouton bookmark, la petite étoile, donc il peut flaguer. Ça va dans ses préférences en base, ce qui fait qu'après, il peut accéder via un bouton dans le header à la liste de ses favoris, donc y revenir directement. Donc c'est vraiment des formulaires, c'est un dossier, une commande, je sais pas quoi. Enfin, c'est lui qui flag. Et donc après, il peut soit le mettre en haut, soit en bas. C'est-à-dire qu'il peut mettre la barre de favoris où il veut, ou ne pas l'afficher et passer toujours par un pop-up. Donc fonctionnalité assez simple, mais en fait, ça évite de rechercher à chaque fois qu'on se connecte le dossier 12 000 de la client machin. Là, c'est l'utilisateur qui utilise toujours les mêmes fonctionnalités, donc clac, il les flag quand il en a besoin, et comme ça, il accède plus rapidement. Enfin, c'est un énième accès pour faciliter les accès rapides aux données. Donc là, forcément, il va falloir repasser sur vos objets, voir ceux qui sont éligibles à cette fonctionnalité, habiliter les users, ou vos groupes de droits à bookmark,
mettre le bookmark dans les profils. Et après la fonctionnalité, bon voilà. Et tout ça c'est sauvegardé par user dans la table des préférences, la table des préférences utilisateurs. Donc c'est un gros JSON qui dit quelles sont ses préférences, quels sont les objets, les ID. Voilà. Sur les images, on a rajouté un rendering qui n'existait pas, enfin qui existait partiellement, je ne sais plus. Non, ça existait en spécifique en fait. Ouais, il fallait coder. Il fallait coder, ouais. Donc quand vous avez un champ de type image, vous pouvez rajouter un rendering qui se fait soit à la prise de photo front ou back, ça dépend si on est sur un mobile ou sur un laptop, ce sera forcément la caméra front. Et donc on peut prendre des photos devant ou derrière, donc ça veut dire qu'on peut prendre ses notes de frais, voilà, souvent on veut joindre des choses à ces dossiers. Donc là le champ image, il aura directement la petite appareil photo pour déclencher l'appareil photo. On pourra faire de la signature, donc ça c'est du style, c'est manuscrit, donc soit en pop-up, soit inliné, c'est-à-dire que le champ, soit on met directement dans le formulaire, on fait une signature, donc c'est souvent un petit bloc signature ou en pop-up, ou si le bloc devient plus grand, on crée un bloc-notes, un scratchpad, tout ça. Donc après c'est vraiment toujours sauvegardé sous forme d'image. Au final c'est une image. Ça reste une image, c'est juste la façon de renseigner l'image qui est simplifiée. Oui, la liste est non limitative, c'est-à-dire que peut-être demain il y aura d'autres composants qui contribueront à la génération d'une image via un mécanisme XOR. Nous on l'a mis en place parce qu'on a mis en place la gestion des notes de frais dans la boîte et on avait besoin de ça. Surtout pour Thomas qui a beaucoup de notes de frais et qui les scanne jamais. Voilà. Nous on est souvent le premier utilisateur de nos fonctionnalités, donc ça c'est quand même pas mal de pouvoir prendre en photo facilement et de mettre dans un dossier. La signature c'était une demande client, je me rappelle plus. Et signature, ça a été fait en spécifique, je crois. Ça avait été fait dans un premier temps en spécifique, puis après ça a été généralisé. Et on l'a intégré parce que c'est vrai que des fois il y a besoin de paraffer un truc. Quand c'est apparu la deuxième fois, ça a été bien standard. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand on commence à dire tiens, il y a des choses qu'on fait plusieurs fois en spécifique, il faut qu'on le. Une fonctionnalité qui est pas mal pour les menus, c'est que jusqu'à présent, il fallait avoir un statut pour être un accès direct dans le menu pour une commande qui avait des statuts. Valider on avait les décomptes et on pouvait accéder directement à la liste des commandes en attente, etc. On l'a généralisé à tous les énumérés. Donc un énuméré, vous pouvez dire qu'il est accessible dans le menu en liste ou sur les listes référencées. C'est-à-dire que là, les produits de la démo, il y a des laptops desktop, donc ça fait le décompte, on peut y accéder. Donc ça, c'est vraiment partie d'un champ énuméré, vous pouvez le rendre accessible dans le menu. Donc ça ouvre la liste filtrée sur le type en question. Et on l'a même fait pour les sous-listes. C'est-à-dire que si je suis sur une commande, on a tous les états de la commande, mais j'ai aussi les laptops, il y a 9 commandes de laptop, 2 de desktop, etc. Donc on peut même lier, on peut même l'afficher pour un énuméré ramené dans l'objet. Donc voilà, c'est juste des cases à cocher, et puis l'impact dans le menu, c'est celui-là. Voir les petits badges, là, ça me fait penser à une demande client qui souhaitait au niveau des onglets, sur les objets liés dans un objet, au niveau des onglets, tu peux avoir une liste en dessous, et au niveau et mettre un petit badge avec le nombre de lignes qu'il y a dans la liste. Ouais, mais ça c'est. Comment ça se fait que tu l'as pas? Ça existe depuis la 3. Je pense que ça, par contre, il faut le cocher, il y a un truc à cocher. Mais il y a peut-être un truc. C'est compte les références. Il y a une option sur l'objet qui dit compte les panels références. Après, vous l'aviez peut-être désactivé parce que ça fait des counts. Si vous avez 30 onglets, ça va faire 30 counts. Si en plus ça tape dans des tables qui sont énormes, si c'est des counts il y a forcément un where sur lequel il faut avoir bien mis l'index, ça peut être coûteux d'un point de vue expérience utilisateur. Donc c'est peut-être pour ça que vous l'aviez désactivé. Sur un onglet, en fait. Vraiment que sur un onglet, en formulaire, pas d'affichage de liste. Sur une liste embarquée dans le formulaire. Ouais, c'est ça, c'est une liste embarquée sur le formulaire. Il faudra qu'on vérifie. On crée un onglet, après on met ce qu'on veut dedans. Ouais. Pour remonter tout en haut de l'onglet, oui, c'est quand c'est la liste embarquée dans une URL d'un onglet. Parce que quand c'est un onglet de liste, c'est pouvoir manipuler le count quelque part dans le. Pour le déplacer. D'accord. Oui, ça c'est une bonne idée. Oui, non, c'est bien, je vois. Non, c'est une bonne idée. Et si tu as 2 listes dans ton onglet, tu ramènes. Ouais, justement, c'est vraiment sur ce truc-là. Le cas utilisateur, c'est qu'il y a plusieurs onglets et les utilisateurs, l'onglet s'appelle alerte. Ouais. Et en fait, ils vont jamais sur tous les onglets. Ce qu'ils veulent, c'est s'il y a une alerte quelque part, d'accord, avoir soit visible un truc qui avoir quelque chose qui les appelle pour aller dans l'onglet. Donc soit mettre l'onglet. D'accord, oui.
Ouais, soit mettre l'onglet, le petit bout d'onglet en couleur, soit avoir le nombre d'alertes qui sont dans... Bon, après, c'est toujours faisable en spécifique, c'est-à-dire que le coût peut être récupéré puis mis en évidence avec une règle qui dit, voilà, sans que... Non, ce qu'il faut éviter, c'est de Ouais. ramener la liste qui est cachée. Il Il faut juste faire appeler un service coach pour... mais j'ai pas des choses dedans. Attends, je pense. Ça ressemble à une activité de la zone pour aller faire quelque chose, remonter un compte, une alerte, quelque chose, et puis Ouais, c'est ça, c'est... ouais. Parce que là, ce que tu dis, c'est encore plus, c'est-à-dire que c'est conditionnel. C'est Oui. si j'ai quelque chose, je dois mettre un ça. truc. Donc là, ça ressemble plus, je sais pas, si on pourrait le rendre générique. Ça. En spécifique, c'est pas très compliqué à faire. Non, mais là, ça affichera 0. Oui, mais je pense que dans le cas 0, il préfère qu'il n'y ait rien qui soit affiché. Oui, mais après, c'est... Après, c'est du zéro, CSS c'est qui zéro, passe c'est à pas 0. bon. Oui. Enfin, j'en sais rien, mais ouais. Est-ce que c'est... Ouais, je vois. Non, mais là, c'est juste remonter effectivement un truc qui fait que l'utilisateur doit cliquer. Donc, c'est plutôt une pastille rouge ou je sais Ouais, pas ouais, quoi, un c'est pas truc, forcément un compteur. Ouais, c'est ça. Non, mais l'exemple typique, c'est vrai que souvent, il y a cette espèce de gros bloc là où tu as le compte. Tu vois, puis, finalement, que ce soit un composant standard tu as un tag quelque part standard que tu puisses gérer dans le template Bon, editor pour aller tu mettre ça notes. là-dedans. Tu notes parce que moi, Ça peut être livré. Parce que là, En 5.4, il y aura peut-être en 5.3, je ne sais pas encore, il y aura un mécanisme de notification interne. Donc on pourra. Oui, c'est un autre mécanisme. Ouais, c'est un autre mécanisme pour répondre aux mêmes besoins. Ça Ouais, pousse. là, il y a- sur la page, sur le. ça sera pas sur l'objet, ça sera sur le header. Après, peu importe la Oui, méthode, l'idée c'est d'avoir l'idée d'aller sur cette route-là. Ouais, c'est d'avoir un truc qui pète et qu'on voit. Et d'éviter quand même. Oui, d'éviter le spécifique. C'est vrai que les alertes, on le verra un peu comme les posts sociaux, il y aura une notification en haut. C'est vrai que c'est pas un gros truc en plein milieu, mais ça pourrait. Enfin, ouais, bon, enfin voilà, on va réfléchir à ça. Hein, c'est plus Simon qui va noter ça d'ailleurs. Bon voilà, enfin là aussi ça coûte, parce que là les compteurs se rafraîchissent toutes les 5 minutes, je crois, donc ça fait forcément des appels au serveur. sur cette fonction standard, je répondais à ce genre de besoin en faisant des groupements dans la liste. Ouais. C'est très long. Là, du coup, ça allège beaucoup ça. C'est-à-dire des groupements. Des groupes by. En fait, c'est la liste qui faisait de la subdivision du menu. Là, on n'aurait plus besoin. Bah, oui, enfin là, Ah oui, si t'as un accès c'est direct. l'équivalent du groupe by, mais dans le menu. Quoi. Ouais. Oui, Oui, là c'est juste Ça doit les... être plus léger, ça. bah, là, ça fait que le count. Alors que le groupe by, ça fait un Ah, count bah, ça fait le count. avec le Enfin, ça where fait du ça, machin, plus plus on le fait select, les plus recherches, oui, le groupe by, il est coûteux d'un point de vue nombre de requêtes. Le délai de 5 minutes, c'est pas. Le polling qui est fait, je sais plus. Mais oui, un polling. Enfin, quand on est dans la UI, ça se remet à jour. Si jamais je crée une commande laptop, ça va se mettre à jour tout de suite, parce que c'est la UI qui se parle à elle-même. Mais pour le notifier aux autres, soit ça passe par... je crois pas qu'on passe par WebSocket. Non, on n'a pas fait par... On pourrait plutôt le faire par WebSocket. Et sinon, c'est Un problème des WebSockets, c'est que c'est pas... ça marche pas partout les WebSockets. Ouais, voilà. Bon, enfin, de toute façon, il y a forcément un polling qui est fait. Le délai, je sais plus où est-ce qu'il est paramétré. Mais bon, Nous, on a la main sur ce délai-là, en fait, c'est ça la question. Oui, si c'est pas le cas, ce sera pas une évolution compliquée de Oui, donner bon, la c'est main. pas- voilà. Non, ce qui serait bien, c'est que ça soit poussé dès qu'il y a une création ou une suppression. Mais bon, après, ça fait beaucoup de flux sur le réseau. Ah, c'est typiquement un truc qui serait bien en WebSocket, sauf que voilà, il y a beaucoup de clients qui ont des vieux réseaux qui empêchent soit complètement de passer les Ouais, flux ouais, WebSocket, aussi, soit c'est qu'ils pas- les coupent au bout d'une minute. Ouais, Enfin, c'est pas forcément fiable, les WebSockets. Ah voilà, donc... c'est pour ça qu'on a décidé de rien mettre de critique dans la plateforme qui soit basée sur du WebSocket. C'est que des choses optionnelles si on les a pas. Bah, c'est tant mieux pis, d'avoir au c'est pas fil de grave. l'eau, et si ça marche pas, c'est du polling qui est fait Ouais, par c'est du le polling. front. Ouais, c'est fait dans l'autre sens. Sur les fusions, alors ça c'est un composant qui existait déjà, c'est-à-dire que si vous avez des objets où il y a des doublons fonctionnels qui peuvent arriver, l'utilisateur peut avoir la possibilité de fusionner les objets, enfin les records, donc en choisissant les données de quelle entité, et ce qui manquait c'était au niveau des relations. En fait, on pouvait juste cocher, je prends tout, enfin, tout ce qui est lié à cet objet, je sais pas, les adresses du client, etc., je les fusionne tous. Et maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on peut aller choisir, soit on prend tout, soit on peut aller choisir unitairement quelles sont les entités liées, pas de l'objet, donc les adresses, les rives, je sais pas quoi, enfin, tout ce que vous pouvez lier à un objet. De façon unitaire, pour dire quand tu fusionnes, tu ramènes que cette ligne-là dans le premier record.
Voilà, donc ça c'était une fonction qui a été demandée. Oui, pour les objets liés, ouais. Oui, c'est vrai Pour que les ça c'est objets liés. Donc, et les objets liés, les vrais objets métiers liés par une relation 0n ou 1n, pas les objets, enfin les entités simplicité avec des métadatas, parce que les usages, enfin, il y a tout un tas de données techniques de journalisation qui, elles, toute simplicité, soit vous les fusionnez pas, soit vous fusionnez tout, vous n'allez pas choisir, parce qu'il peut y avoir des millions de lignes là-dedans. Deux questions très rapides, c'est les 3 petits points qui permettent d'accéder à la liste. Alors oui, c'est les 3 petits points. Ouais. Ok, et C'est ça, est-ce qu'il y aurait moyen, parce que parfois ça va bloquer, parce qu'il va y avoir des conflits, des doublons de clés fonctionnelles lors de la fusion. C'est ça qu'il faut épurer. Il y a un hook pré-fusion qui permet d'aller détecter en profondeur. Le pré-merge. Ouais, il me semble que oui, ouais. Alors là, Tu veux que je vérifie? Je ne sais pas, je n'ai pas le glossaire, mais parce que en fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a des risques de conflit. Et puis les Français ne peuvent pas aller plus loin, ça n'est pas résolu le doublon. C'est que dans le pop-up qui s'affiche, tu veux filtrer déjà ceux qui sont fusionnables. Je ne sais pas à quel moment ça va se faire, mais qu'ils ne puissent pas lancer la fusion si de toute façon ça marche pas. C'est ça en fait qui. Ah oui, alors on est même avant. Si, normalement il y avait des choses comme ça. Oui, non, mais je suis à peu près sûr que ça existe pré-post-merge, ça doit exister. Il y a un hook qui disait quel était le master. C'est si jamais. C'est pas nouveau, hein, ça date de la 3. L'utilisateur il coche des lignes, et puis chose. ça fusionne, et il y a un hook qui dit quel est le master. Ah oui, is not master. Je sais plus. S'il y a un choix automatique à ce moment-là. Oui, t'as un hook qui permet de dire, voilà, de dire celui-là c'est bon, celui-là c'est pas bon. Mais ça c'est encore autre chose. Ouais, mais là je pense pas qu'il y ait non, il y a peut-être pas de pré-post, ouais, c'est vrai. J'ai un gros doute là. Ouais, faut voir. Bon, de toute façon on fera un atelier. Il y a des solutions. Ouais, après, voilà, soit on va le faire, soit. Rajouter des hooks, c'est jamais un problème. Créer des hooks, oui, mais ça, après ça. Oui, bah, c'est toujours après, pareil. faut connaître par cœur, c'est compliqué, après interrompre. Non, mais en rajouter, c'est pas un problème, c'est les modifier qui est souvent compliqué. Ah bon, ça m'a été demandé il y a très longtemps, jamais fait. Bon, voilà, c'est fait. Je regarde. Alors après, on verra que c'est des petites évolutions. Les ressources, pour accéder par URL, on a mis une tiny URL, des URL courtes. En /r, il y a une servlette qui répond, donne le code de la ressource et pas son raw ID. Parce qu'en fait, les API actuelles, quand on crée une page, on veut afficher un logo, je sais pas quoi, pour accéder à la ressource, il faut connaître son ID. Donc faire une requête, c'est super chiant à faire en code. Alors, il faut faire une pré-requête, etc. pour ensuite construire une URL. Et ben non, c'est fini. On a créé une petite servlette pour faire ça facilement en passant le code, le type, etc. Enfin, des données fonctionnelles plutôt que des ID techniques. La fenêtre à propos, on a la version de Bootstrap qui est déployée. On a en fond des nouveaux triggers sur quand une ressource est affichée ou masquée. Donc les zones, les films, les films, les zones, les vues, les actions. Quand dynamiquement, je sais pas, pour une règle de gestion ou contrainte, quelque chose s'affiche, etc., ça déclenche un trigger et vous pouvez abonner un composant ou n'importe quoi à ce trigger pour dire tiens, si telle URL est visible, alors telle autre est masquée ou je sais pas quoi, des règles sans passer par les contraintes, des choses vraiment francs. Donc on avait besoin, simplicité, on avait besoin d'interne pour les mettre en place, mais maintenant que ça existe, vous pouvez très bien vous abonner à ces événements. Les filtres, les surfiltres dans la recherche globale par domaine. Avant, ça donnait la liste des dossiers les plus récents ou mes dossiers récents. Là, on peut surfiltrer sur la recherche full text de la clé fonctionnelle. Il y a de nouveaux fronts aussi, before save, after save. Quand on enregistre un formulaire, en fait, on peut avoir des choses à faire avant que le save parte au serveur. Il n'y a pas de hook là-dessus parce qu'il n'y a pas de besoin, mais souvent on peut faire des choses asynchrones, des choses, il ne faut pas faire le save tout de suite parce que, je sais pas, il faut aller chercher une Google Map ou je sais pas quoi et l'envoyer oui, au serveur. Reconstruire, enfin là, le cas l'exemple c'était de reconstruire une image à partir d'éléments du formulaire. Le truc était asynchrone, donc il fallait que. Voilà, et pas de play le save, le save arrivait trop tôt. Voilà. Donc on les a rajoutés. Toutes les actions de publication sur les modules, aujourd'hui c'était dans le menu, ou je ne sais plus, dans la fonction plus. Oui, on a fait un onglet spécifique parce qu'il commençait à y en avoir trop. Donc c'est tous les exports de modules en publication, OpenSchema, etc. La documentation, les scripts Maven, etc. Voilà. Et une fonctionnalité aussi qui est bien pratique, c'est la création. Alors ça c'est aussi une fonctionnalité très très spécifique. C'est les pillbox de relation NN. Donc c'est-à-dire quand on est dans un formulaire, une relation NN, on peut l'afficher sous forme de pillbox, pas comme une liste, mais comme un field. Et ça affiche des petites boîtes de tous les objets qui sont liés, la liste des pays, la liste des, je sais pas quoi, des objets assez simples parce qu'on n'est pas, on fait qu'une pillbox avec des petites boîtes.
Et là, en création, en fait, ce qu'il fallait avant, c'est que comme c'était un fil, une relation n'était pas affichée. Donc on devait d'abord créer l'entité, enregistrer, et ensuite ce field, pillbox apparaissait, et on pouvait commencer à relier la NN. Voilà. Bon, maintenant tout se fait depuis la création, c'est-à-dire que ce champ est affiché en liste ou en formulaire, donc la pillbox s'affiche même en création. Un ticket de moins. Là, tu as une évolution à faire. Oui, mais est-ce qu'on peut aussi. Non, mais ça, c'était demandé. Ça, c'est peut-être toi qui l'avais demandé, ça, je ne sais plus. Ah, c'est possible. Ouais, là, et ça avait été mis dans la pile, et t'as de la chance, ça arrive. C'est sorti de la pile. Ouais, mais c'est hyper pratique, parce que c'est vrai que pour ce genre de relation, ça se voit comme un attribut multivalué, ça se voit pas comme une relation NN. On suit un processus documentaire, et en général, on va valider les choses dès le début. Ça peut se faire plus tard, il n'y a pas de valeur à rajouter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore de nouveau? Alors, les boutons custom, les boutons d'action, vous pouvez mettre de la couleur. C'était pas fait, c'était pas modélisé. Enfin, vous pouvez le faire par CSS, par plein d'autres moyens, mais si vous voulez un bouton rose, eh ben, il peut être rose. Voilà, c'est pas facile. Les dialog box, alors certaines, pas toutes, maintenant on peut les déplacer. Avant c'était figé, mais des fois quand on a un écran de confirmation, on veut confirmer un truc qui est affiché en dessous. Donc là on peut le déplacer, c'est pareil tout bête, mais voilà. Donc, très bien ça. Donc par défaut c'est pas déplaçable, il y a une nouvelle option à mettre pour dire que c'est déplaçable. Donc certaines de simplicité sont déplaçables, typiquement les confirmations. Ça c'est quoi? Ace Editor. Ah oui, dans un oui, thème. parce que ouais, sur des thèmes, comme on a fait l'exercice de faire des thèmes foncés, forcément l'éditeur de code, il fallait aussi qu'ils puissent avoir des thèmes, et forcément c'est pas les mêmes, et puis les gens aiment bien choisir leur propre thème. Enfin, voilà. Donc ouais, c'est configurable, c'est pas une évolution phénoménale. Les vues dans une vue. Quand on prend une vue dans Simplicité, il y a les items de la vue, enfin il y a un template et puis toutes les zones, et c'était pas modélisé qu'on pouvait mettre une vue dans une vue. Le côté poupérus là. Donc on l'a rajouté. Donc dans une vue, on peut mettre une autre vue, etc. Les calendriers, on a rajouté des fonctionnalités de recherche et de couleurs des events qui prennent les énumérés, je sais plus quoi, les couleurs des énumérés. Ça récupère les couleurs associées à la liste de valeurs. Pour avoir une cohérence visuelle entre... Que la liste de valeurs, un énuméré qui a des couleurs, typiquement dans l'agenda, le cas de la démo, c'est les commandes dans leur statut, celles qui sont livrées elles sont vertes, celles qui sont en attente elles sont rouges, enfin voilà. Donc c'est lié à la liste de valeurs, donc c'est les mêmes codes couleurs que les statuts. La taille, les titres. Alors les titres, comme les titres des formulaires, c'est la clé fonctionnelle qui s'affiche. On a eu des cas où les clés fonctionnelles de Blob, là. Donc on a limité à 120. Mais bon, déjà 120 ça prend de la place, hein, donc c'est pas mal. Et avec le nouveau Bootstrap, il y a tout un tas d'icônes, donc des icônes monochromes, hein, mais il y en a 1800 qu'on a intégré. Donc ça fait un nouvel onglet dans le pop-up des icônes picker. Donc il y a plein d'icônes pour dessiner tout ce qu'on veut. Voilà, donc les promesses, donc on les a intégrées donc, sur la couche Ajax. Donc si jamais vous avez du code front, bon, l'ancienne syntaxe est toujours supportée, où on a fait le save avec le premier argument qui est le callback. Bon, maintenant, on n'est pas obligé de mettre son premier argument un callback puisque c'est une promesse. Donc on fait un... Bon, après, je ne vais pas faire un cours sur les promesses, mais... Donc si on veut faire un get save, enfin un get d'un objet, on récupère l'item, on fait des mises à jour et on renvoie un save, ça renvoie une promesse et ainsi de suite, quoi, avec des catch finally. Donc la programmation sur un search, pareil, on récupère la liste. Voilà. Donc c'est une logique de promesse. Donc là, une syntaxe avec des await, ça marchera aussi. Et après, on peut, oui, comme c'est des promesses, on met await du get et ça fait un appel, comme un appel synchrone du get. Mais c'est quand même asynchrone. Ça attend que ça réponde. Mais bon, il y a un chaînage, voilà, c'est une promesse JavaScript. Et toute la couche Ajax devenue des classes, avant c'était des fonctions, maintenant c'est vraiment des classes. Donc ça va servir après dans la 5.4 parce qu'on va hériter, enfin, vos objets métiers front pourront hériter de tout simplicité. Enfin de tout front, des couches Ajax, couches UI, etc. Donc on pourra faire plein de trucs par étage. Donc voilà, une grosse refonte à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on était obligé d'être en ES7 minimum. Donc c'est quand même plus lisible et puis c'est plus maintenable. Si jamais vous avez plusieurs promesses, plusieurs sauvegardes à faire, les promesses, vous pouvez faire des all settled, attendre que toutes les promesses soient résolues pour passer à la suite, etc. Avant, il fallait le faire avec des algorithmes compliqués, avec des callbacks, de callbacks. Là, c'était un peu... Il fallait réfléchir un peu. Ouais. C'était un peu compliqué. Un nouveau widget, c'est le débordement des barres, soit des barres d'onglet, des barres d'action.
En fait, comme on a de plus en plus de fonctionnalités, souvent les marques ont tendance à déborder. C'est-à-dire que c'est trop grand dans les headers. Donc on a créé un nouveau composant qui, quand ça va trop loin, ça déborde dans une liste. Donc si on reclique, bon, ça reprendra la position du dernier onglet, ou choses comme ça. Donc voilà, il y a un nouvel. Quand on crée un tab, on peut préciser l'overflow, le comportement sur l'overflow s'il y a trop d'onglets pour pas que ça repasse la ligne. Parce que souvent le code éditeur, là, si je vais sur le. Alors, question rapide sur les tables. L'ordre dans la chaîne reste immuable. C'est l'ordre des. Sur les tables de relation. Si on a 10 mètres de table, on va sélectionner, ça va tout décaler, et puis si on revient, ça prend le dernier. Ça va pas changer. Il y a une logique, alors, je sais plus, il y a une logique qui dit c'est le premier ou le dernier, c'est show last. Ouais, il y a last ou first, je crois. Et on peut dire ça remplace au premier, ça l'empile au début ou ça le remet au dernier. Le dernier visible. Le dernier visible dans l'onglet. Mais par défaut, c'est pas fait sur les onglets des relations métiers. Ouais. C'est fait sur, typiquement sur l'éditeur de code. Parce que souvent, quand on est éditeur de code embarqué, on ouvre 50 trucs. Oui, mais là, pour le coup, on ordonne à la main. Donc là, ils sont déplaçables. Les onglets sont déplaçables. Pour la barre de favoris aussi, on a vu tout à l'heure, la barre de favoris, elle déborde. Donc là, c'est un composant qui sert à ça. C'est sur les objets où ça a une utilité de déborder, on fait ça. C'est dans certains cas, les panels, ça s'applique aux panels. Est-ce que potentiellement ça pourrait s'appliquer aux listes liées c'est pas fait, mais ça pourrait. Ouais, ça pourrait. Mais c'est pas fait par défaut. Ouais. Mais ça, ils sont définis. Enfin, normalement, tu as défini un ordre. Mais là, alors, tu peux pas déplacer. On pourrait le paramétrable parce que nous, on peut déplacer aussi les onglets, mais c'est pas paramétrable dans un objet métier, dire que tous les panels en bas. Tu peux dire s'ils sont verticaux, horizontaux, je sais plus quoi. Ou les uns en dessous des autres. Ou les uns sous les autres, mais tu peux pas dire. Tu peux pas leur dire que ça s'applique à l'éditeur de code et à quels autres composants. Là, je te dis, c'est les favoris. Enfin, dès que les barres elles commencent à être trop grandes, ça déborde. Typiquement, les barres d'action, des choses comme ça va déborder. Les onglets, on va éviter de prendre 15 lignes. Oui, les onglets d'un formulaire, c'était aussi la question. Non, oui, non plus, enfin c'est ni les onglets de Formule 1 ni les onglets fixes, tu es censé les designer correctement, c'est pas dynamique, c'est pas des onglets qui se rajoutent. Si, des fois tu as des contraintes, des choses comme ça qui font apparaître. Ouais, mais c'est juste chouette d'un onglet, tu vas pas te mettre à rajouter. Là, tu peux rajouter un. Non, mais c'est vrai que d'un point de vue esthétique, il y a des fois, tu as 10 onglets et c'est vrai qu'ils se mettent les uns au-dessus des autres, c'est pas très joli. C'est vrai que ce serait intéressant de faire l'exercice de voir si on peut appliquer ce. Je crois que vous avez un truc comme ça. Ça pourrait être pas mal pour les onglets. Parce que moi je sais que j'avais un objet, alors je sais plus lequel, et ça déborde en dessous, je crois. Ah oui, ce serait bien que ça s'applique, mais que ça ne change pas l'ordre. À une époque, il y avait tous les objets liés à un module qui étaient sous le module. En fait, typiquement. Ah oui, t'avais une page d'onglet. Une page d'onglet. Voilà. Bon, après, oui, on n'a peut-être pas généralisé suffisamment, mais le composant est fait, donc maintenant c'est juste de la tuyauterie de coder là où il faut. Mais là où c'est sensible, ça y est pas. Sur les panels et les... Non, mais là où, oui, c'est vrai que, disons que c'est en conflit avec d'autres principes d'ordonnancement. Donc, non, mais dessus, sur les panels d'un objet, ça, on pourrait aller en paramétrage, parce qu'il y a déjà un champ qui te dit comment tu affiches tes panels. Donc, on pourrait rajouter cette option. Ce serait pas très compliqué. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être avec débordement, et du coup. Ouais. Non, quand on a fait la copie d'écran, on s'est fait la réflexion avec Étienne. Il y a des nouveaux thèmes qui ne sont pas dans la plateforme, mais il faut télécharger sur GitHub, je ne sais plus. Pour l'instant, mais je. Alors, on va les intégrer. Ouais, on va les intégrer. Donc, le thème démo, ça reprend le thème de simplicité, mais sous forme de thème et pas en dur dans du CSS livré. On a un nouveau thème Dark, qui est plutôt le Dark Firefox, c'est ça que tu as fait. Enfin, c'est inspiré des couleurs du thème Dark par défaut de Firefox. Moi, j'aime bien. Moi, je n'utilise plus que celui-là. Et dernièrement, on a commencé à faire, je ne sais pas si c'est fini ou. Il doit se confronter à la vraie vie. Voilà. Le thème de l'État, parce qu'il y a une nouvelle charte Marianne, je ne sais quoi, là, qui dit quelles sont les couleurs bleu, blanc, rouge qu'il faut utiliser. Donc voilà, on l'a implémenté. Alors, les champs en saisie sont gris quand même. Oui, c'est étrange, mais c'est comme ça. Et comment on dit qu'un champ est. Il est plus foncé. Voilà, il faut avoir un bon écran qui. Voilà. Non, mais il y a des choses qui sont propres à simplicité, sur lesquelles il a fallu faire un choix. Donc, typiquement, les champs référencés. On a repris la même couleur que l'État, parce que c'est quelque chose qui n'est pas défini par la norme de l'État. Donc, voilà, pour rester cohérent par rapport aux couleurs, on a repris la même, peut-être un petit peu plus light, je sais plus. C'est juste un thème. C'est juste un thème, non, il n'y a rien de. Ah, t'es pas obligé de le prendre, si tu veux. Non, mais. Alors, sur RG2A, on pourra en discuter en one-to-one, parce que j'ai repris quand même les règles principales et en fait, on est quand même pas mal. En fait,
Souvent, ce qui est demandé, c'est d'avoir une compliance à 75%, Oui. des choses comme ça. Donc je me dis peut-être que vous n'êtes pas très loin d'y arriver. On n'est pas loin parce que la plupart des éléments qu'on fait, on porte leur propre sémantique et c'est la première règle de RG2A, c'est déjà ça, c'est dire un bouton, c'est un bouton. C'est pas un div qui se fait passer pour un bouton. Donc nous, tous les éléments, on va dire les tables, les machins, ils sont déjà typés fortement dans le HTML. Donc normalement, ils sont compliant déjà. Donc déjà avec ça, tu couvres, je sais pas quel pourcentage t'es du RG2A, mais t'es pas mal. Et après, c'est des histoires les ARIA machin, souvent c'est pour compenser quand t'as pas respecté justement cette règle de base qui est de dire quelle est la nature du tag que tu mets dans le truc. C'est-à-dire que t'es obligé si ça c'était un div, tu serais obligé de mettre un ARIA pour dire ARIA type égale bouton. Mais si c'est un bouton, t'as pas besoin de le mettre. Donc du coup, on est pas mal, je pense. On en discutera. Ouais. Non, il doit manquer des libellés, des choses comme ça. Oui, il doit en manquer quelques-uns, mais de ce que j'ai vu, en tout cas pour les règles fondamentales, on est plutôt bon. Enfin bon, c'est un travail de longue haleine, hein, ça se fait. Et on n'a pas été jusqu'à intégrer les composants mis à disposition parce qu'ils offrent une librairie. Oui, mais alors là, du coup, composants, c'était en conflit. De radio-boutons, enfin, ils ont toute leur palette, mais bon, nous, ça descend trop loin dans le moteur, donc pour ça, on ne pouvait pas les intégrer. On reste sur notre charte graphique, mais sur notre manière de naviguer, etc., juste avec leur charte. La barre de menu, elle est. Je sais plus de quelle couleur elle est. J'ai pas fait la copie d'écran, ouais, ça c'est l'éditeur de texte. Elle est sur fond blanc et bleu, les bleus de la couleur recommandée. Après, c'est peut-être pas nickel à 100%. Hein. De toute façon, le problème, c'est qu'à transposer sur les trucs. Disons qu'on a fait une bonne partie du chemin, et en tout cas, ça fait illusion quand on le montre à des gens qui ont l'habitude du truc, ils disent ouais, c'est bon. Ah ouais, ça ressemble. Bon. Tu mets le logo de Marianne en haut à gauche. Non, il y a des trucs sur les listes, ils ont des trucs, tu vois, des espèces de coloration sur le côté, sur les listes, comme ça, ça correspond pas à des choses qu'on saurait faire facilement, enfin peut-être par style on pourrait le faire, enfin, je sais pas. Bon, après, j'ai pas étudié moi le sujet. Mais... Enfin, bon, fondamentalement, c'est avant tout pour avoir une uniformité visuelle, donc on n'est pas loin du compte. Wow, c'est très carré, c'est très... On a déjà fait le premier pas. Voilà, on a fait le premier pas. Ok. Et puis après, ça va se confronter à la vraie vie, il y a des gens qui diront mais ça va pas. On a fini la 5.3. Oui, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas grand-chose. C'est rien, donc on rélise ce soir. Non, mais en substance la 5.3, c'est une évolution naturelle de la 5.2. C'est-à-dire qu'elle ne révolutionne pas les grands principes. Elle apporte des nouveautés, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Il y a un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre de la 5.3 qui, au final, ont été backportées en 5.2. Donc finalement, le périmètre de la 5.3, il n'est pas... il est plus petit que ce qu'il aurait pu être si on n'avait pas backporté autant de choses. Enfin, voilà. Donc c'est pas la révolution. Donc le message qu'on veut passer, c'est que le jour où la 5.3 est en release, il ne faut pas que vous ayez d'inhibition à upgrader en 5.3. S'il y a un truc qui génère de la frustration chez les utilisateurs que vous avez implémenté là, c'est l'histoire des clés NN. Ouais. Pour pouvoir les créer d'un seul coup, de ne pas avoir à faire enregistrer de choses. Oui, mais c'est pour ça, les nouvelles fonctionnalités apportent des nouvelles fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Voilà. Mais il y a toujours cette... parce qu'on a des gens là, par exemple, qui nous obligent à continuer à faire une maintenance non officielle de la 5.1 parce qu'ils ont mis en prod longtemps après la sortie de la 5.2, 5.1. Il n'y a pas de risque. En tout cas, il n'y a pas de risque qu'on n'assumera pas en faisant un correctif si jamais il y a une régression sur un truc dans les 2 heures. Non, mais bon, voilà, on est dans la continuité. On ne dira pas la même chose de ce qu'on appelle actuellement la 5.4, mais qui, comme on l'a dit tout à l'heure, va devenir la 6.0, parce que là, pour le coup, on change vraiment d'univers. On va en parler. Voilà, on va en parler. Juste sur ces NNP box, c'est super pratique. On en met partout où on peut. Il y a des cas de restriction. Quand la NN est pas dans le moule éligible Bitbox. Ouais. Elle a trop de relations. Elle a 3 pattes au lieu de 2, c'est ça Oui, par exemple. Il y en a, et puis d'autres fois, ça concerne que ça, que 3 pattes je sais plus, mais en gros c'est NN, donc il faut que la clé fonctionnelle, à mon avis, soit appelée les 2 foreign keys. S'il y a des champs en plus à renseigner, il n'y a pas de formulaire, puisqu'on saisit... Non, ou qu'il y ait une intelligence qui permette de déterminer la 3e, mais... Oui, ou il faut que ça soit complété à un moment donné, mais je pense que c'est là les restrictions. Parce que la 3e patte, par contre, on la calcule.
Oui, si on la calcule, il n'y a pas de souci. Voilà, ça, on pourra peut-être étudier de voir. Si tu la calcules à partir des deux premières, il n'y a pas de Mais souci. pour l'instant, on ne peut pas le faire parce qu'il y a la troisième patte. Mhm. Et si on la calcule on l'avait calculé automatiquement, Ouais, on va dire, ça- ces deux-là. A priori, je vois pas de raison. Et donc, ça bloque si elle n'est pas faite. Mhm. Si on l'a calculé, voilà. Ouais, Je sais pas si c'est vrai. Bah, dans le prévalidé, tu calcules ta troisième clé. Ouais, mais je pense que le front, il est trop intelligent, il bride déjà. Oui, Il brille déjà. on en a Ah, parlé. bon, j'ai rien à dire. Enfin, il faut étudier ce cas-là. Et sinon, après, faire comme pour les associations en masse, enfin, le bouton qui permet de sélectionner, de passer par le pop-up. Si il manque quelque chose, on affiche le formulaire à l'utilisateur à renseigner les 3 champs qui manquent. On peut faire ce genre de mécanique un peu plus générale. Si c'est prévalorisé, tant mieux, mais la fenêtre d'association, elle fonctionne comme ça. C'est s'il n'arrive pas à enregistrer, enfin, s'il manque des champs obligatoires, il propose le pop-up. Sinon, ça se crée automatiquement. Ça, c'est top. Voilà, qui est à peu près la même logique, quoi. Ça, on est complètement dans le standard et ça c'est top. On a un photographe. Ok, bah, de toute façon on en reparlera après, on pourra faire in situ les démos des trucs, on pourra en reparler. On a encore combien de temps? 11 heures. Faut que je pile. Faut que tu ailles un peu plus vite. Mais là j'ai encore 50 slides là. Parce que la 5-4. Ouais, parce qu'avant c'était de la rigolade. C'est vraiment interactif, ça intéresse tellement tout le monde. Vas-y, prends ton temps. Non mais bon, comme ça on est. Non, mais si on continue après manger. On Hein. est souple, hein, c'est comme sur la plateforme. Ouais, voilà, on s'adapte. Super agile. Alors, la 5.4, alors là, j'ai pas dit breaking change, j'ai dit dépréciation. Pour pas trop faire peur. Bon, on va commencer par ce qui est simple. Ajax synchrone, c'est terminé. Enfin, je pense que déjà aujourd'hui, c'est pas possible, mais là, on assume que nos API peuvent être appelés de façon synchrone. Parce qu'avant, on pouvait passer en paramètres. Appelle-moi ça de façon synchrone. Le navigateur, de toute façon, c'est fini, ils le font plus. Donc, le vieux téléphone terminé. On a rajouté un nouveau hook. L'ancien reste valable, mais comme on a vu là, tous les menus qui sont de plus en plus compliqués, en fait, maintenant on peut passer. Enfin, il y a un nouveau hook pour spécialiser si on veut voir un item de menu, donc il y a plus de paramètres. Donc l'ancien est dépréquétine, mais on a recréé un nouveau verbe. Les deux sont toujours appelés, hein. Mais lui, on permet d'avoir justement l'énuméré qu'on a vu tout à l'heure, qui dit si je ne veux pas afficher un certain type, etc., je peux filtrer. Et le gros du morceau, là où il y a vraiment un gros changement et qui fait qu'on ne pourra peut-être pas être en 5.4, c'est qu'au niveau des droits, on a créé un objet qui s'appelle les permissions, ce qui fait que tout un tas de vieilles habilitations, de tables d'habilitation groupe fonctionnalités vont disparaître. Donc là, elles sont dépréquétines, elles existent encore, mais elles vont être vidées pour alimenter la table des permissions. Donc c'est les habilitations des raccourcis, des print templates, enfin des publications, les tableaux croisés, les contraintes, etc. Et les fonctions, enfin les domaines et les objets externes, pareil, qui étaient dans la fonction, vont passer en permission. Donc tout ça, en fait, lors de la migration, toutes ces tables vont se vider au profit d'alimenter un nouvel objet. Fonctionnellement, ça fait la même chose. Mais ça fait la même chose, sauf que permission, ça va être beaucoup mieux parce que je vais... Oui, permission est plus évolutif. En fait, c'est une reconsolidation. C'était un peu comme ce qu'était la fonction au départ. La fonction avait une vocation à être un peu universelle, puis finalement, ça a été dévoyé au fil du temps parce qu'on a mis des permissions sur les publications, sur les tableaux croisés. Enfin, on les a éclatés un peu partout et c'était pas bien. Donc là, voilà, c'était pas assez générique. Donc on y reviendra après, il y a un slide là-dessus. Il y a un attribut que vous ne devez pas utiliser, vous ne peut-être même pas connaître, mais il disparaît. C'est le raw meta-object ID. C'est un champ technique qui permet de faire les jointures avec des méta-objets. C'est-à-dire que dans simplicité, on peut dire qu'un attribut est de type méta-objet, c'est-à-dire qu'on peut pointer sur ce qu'on veut. Pas forcément sur une foreign key d'un employé, d'un contrat, etc. Là, on choisit. Et donc, ça passait dans le métamodèle par une foreign key qui avait ce nom-là, en dur. Et maintenant, on l'a retiré parce que maintenant, on utilise directement le nom du champ. Pourquoi passer par un faux champ qui permettait à plein d'endroits de savoir qu'on était dans ce mode-là, d'une jointure un peu floue là. Il y a des adhérences avec les objets services, simplicité. ben, Ouais, sur un truc externe. Je crois pas, c'est ça. non, c'était technique. Ça, c'est un champ technique Oui, qui était rajouté par la plateforme pour faire la jointure entre D'ailleurs, c'est pour ça que vous le voyez apparaître dans le template editor de temps en temps, il vous le mettait dans les champs non utilisés. Je ne sais pas si vous le voyez de temps en temps. Et on se demande à quoi il sert, puis tu le mets quelque part, puis de toute façon il réapparaît en haut. Bon, c'est un faux champ. Donc non, je pense que ça change. De toute façon, tu as une. Et c'est surtout que la limite, c'est qu'on pouvait avoir un seul méta-objet dans un objet. Parce qu'en fait, vu que c'est le même champ qui mappait les foreign keys, c'était la même foreign key pour tout le monde. Donc ça, c'était une limitation technique bête.
Donc cette implémentation, on l'a enlevée. Donc, parce que ton lien MetaObject, c'est bien un attribut qui est un attribut, une foreign key, quoi. C'est une foreign key un peu générique. Donc ça continue à persister. C'est juste que la mécanique sous-jacente fait disparaître ce truc-là qui était un champ technique. Un champ MetaObject, ça ne contient pas l'ID référencé, ça contient l'objet, point virgule, l'ID. Alors, on a pas mal de soucis avec ce type d'intégration. Quand on ressource depuis le front, c'est plus transmis de l'autre côté. On a du mal à cerner le problème. Ouais. Je sais pas si ils sont un peu différents, parce que là, les jointures, au final, il fait toujours une jointure, etc. Mais bon, voilà. Donc, vous n'êtes pas censé utiliser ce champ, parce que c'était un champ purement interne à la plateforme. Oui, l'idée c'est de faire. c'est pas le problème. Je fais un grep. Ouais, ça, l'idée c'est de faire grep dans votre code. Si vous voyez ça, il y a un truc à faire. Non, ça peut apparaître quand vous, sur le can référence, ou quelque chose comme ça, s'il y a un panel, s'il y a l'objet et le fil, et ben, le fil que tu récupères, c'est celui-là, je pense. Enfin, tu devais tester que c'était celui-là, et bon, tu pouvais juste tester l'objet. À voir. De toute façon, il faut chercher s'ils utilisent ce champ, mais a priori, il n'était pas très... Donc voilà, enfin, les grosses choses qui changent. Donc sur le corps, on va revenir aux permissions. Donc c'est un nouvel objet, hein, donc dans le menu des droits, il y a permission. Donc c'est un peu comme les fonctions, mais c'est pour permettre l'accès à n'importe quelle ressource UI, on va dire, enfin front. Donc on retrouve les tableaux croisés. Donc tout ce qui est migré, c'est ce qui était habilité par une table de groupe avant. Et puis comme maintenant c'est évolutif, puisque justement on a un méta-objet ici, on peut habiliter tout ce qui est habilitable, les agendas, les recherches prédéfinies, les cartes, je sais plus quoi, les tribus, timesheets, etc. On y a mis aussi les objets externes et les domaines, parce que là, ils étaient mis dans les fonctions, mais en fait c'est juste une fonction de lecture. Enfin, on a le droit d'avoir un domaine ou accéder à un objet externe. Il n'y a pas de notion de CRUD, de mise à jour, suppression sur ces trucs. Enfin, ça ne justifie pas une fonction avec plusieurs variantes, etc. Voilà, donc la première, c'est oui, non. La première mission de la permission, c'est de dire si c'est visible, pas visible pour l'utilisateur, enfin qui est dans tel groupe. Donc c'est très simple et c'est surtout générique, c'est-à-dire que demain, si on invente une nouvelle fonctionnalité, on pourra la rajouter dans cette table d'habilitation de façon très simple, puisque il suffit de dire les target objects possibles, on a la liste, il y a une nouvelle target possible. Donc c'est plus clair parce que c'est centralisé, il n'y a plus des onglets, l'onglet permission, on va le retrouver dans toutes les entités. Si on ouvre un Treeview, il y aura l'onglet permission qui dira quels sont les objets habilités, mais on les a tous à un seul endroit, donc c'est exportable, etc. dans le module. Donc c'est là où il y a un breaking change, c'est qu'on ne peut pas revenir en 5.4, enfin 5.3, parce que c'est ta permission, sauf à dire tiens, si c'était une permission, remets-la dans la bonne table. Si je veux faire un downgrade. En fait, juste pour préciser, revenir en arrière, de toute façon, c'est mal. C'est mal de toute façon, et c'est jamais possible, et en plus c'est bridé. Non, c'est plus que de dire je suis en train de travailler dans la 5.4, la 6 là. Je fais un export de module et puis je veux l'importer sur une 5.2 ou une 5.3, ça ne marchera pas parce qu'il y a cette notion de permission qui n'existe pas et du coup il n'y aura pas les notions à l'ancienne. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on passe en 6, on reste en 6. Et il faut passer l'ensemble de ces environnements, il ne faut plus jouer. Personne ne revient en 4 quand on est en 5 de toute façon. On a un client, est-ce qu'on le sait, qui développe en 5 et qui déploie en 4. Donc normalement il n'y a rien à faire, c'est quand vous allez faire l'upgrade ou redémarrer la première fois la plateforme, je ne sais plus à quel moment ça se fait, cette table ça alimente toute seule en vidant les autres. Et si ça se passe mal, ça reste dans les autres. Il y a la conversion dans ce sens-là, mais il n'y a pas la conversion dans le sens. Et donc les permissions, il y a un autre usage qui est en effet maintenant, parce qu'on a étendu visible à updatable et obligatoire au niveau de l'attribut d'objet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un groupe de droits qui n'a pas le droit de modifier un champ, il fallait faire une contrainte, faire du code, faire quelque chose. Là, il y a à côté de l'onglet qui étend la propriété de l'attribut, dans l'attribut d'objet, un nouvel onglet permission, pour dire tel groupe a le droit de voir mettre à jour ou pas, etc. Cet attribut. Donc plus besoin de faire de contrainte. Par contre, s'il y a une contrainte, ça appliquera aussi. Ça le rend en plus. Avant ou après? C'est la question. Alors attends, je sais plus. Parce que dans l'ordre, le code a toujours raison en dernier. Donc à l'époque, c'était contrainte code, c'est d'abord les contraintes et après le code. Là, est-ce que les permissions elles interviennent avant? Là, c'est dans l'instance d'objet, donc c'est à l'instanciation que je pensais à. Oui, la contrainte, elle est dynamique, elle dépend des données. Ah, mais il y a des contraintes statiques aussi. Ouais, voilà, tu es dans le post-code, là je peux pas garantir. Les contraintes c'est dynamique, donc en général elles sont appliquées en dernier,
Non, mais ça, c'est statique. Enfin, Ça, c'est une règle statique. Donc c'est une règle statique, c'est l'équivalent d'une règle de postload. Pour un utilisateur, on connaît ses droits, on sait dans quel Qui gagne la course? Ah non, mais on répondra à la question. Non, mais là, on est au niveau du chargement de l'instance pour un utilisateur. Oui, c'est le postload. C'est l'équivalent. On est au niveau du post. Enfin, c'est avant le Si postload. on n'utilise pas de contraintes statiques, c'est réglé. Voilà. Les contraintes statiques, C'est je sais pas. C'est l'équivalent des contraintes statiques. Ouais. Les contraintes statiques, c'est une Mais en fait, contrainte il y de avait postload, 50% des contraintes, c'est ça. Enfin, même moi, quand j'en fais, c'était pour tout pour ça. Ouais, non, les contraintes, souvent, c'est dynamique. C'est de dire tel Mais champ c'est est front. non modifiable. Non, mais dans après, tel c'est cas. front, tu vois pas. Non, il y a des fois, tu dis, typiquement, je sais pas, dans la démo, là, il y a des champs qui sont non modifiables en fonction du statut de la commande. On va griser la classe statique. Voilà. Non, mais statique, oui, voilà. Statique, c'est vrai que ça servait à faire ça. C'est-à-dire, Dans un monde pour tel groupe. statique, c'est quoi? En fait, la bonne pratique avec les trucs statiques, c'est de dire un champ que tout le monde ne doit pas voir, tu le mets forbidden par défaut et tu mets une contrainte qui dit pour tel groupe, je le rends visible. Voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'on faisait. Voilà. Donc là, ça remplace ça. Alors, parce que moi, quand j'ai fait mes tests, etc., j'ai mélangé les droits à une classe pareille. Si tu dis que le gars, il appartient à deux groupes qui sont contradictoires, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est yes ou le no qui l'emporte? Bon, après, il y a des combinatoires compliqués où forcément, on n'a pas forcément réfléchi. Donc, si ici, il y a toute une liste de trucs, c'est visible, pas visible en fonction de l'âge du capitaine, etc., et que le mec, il est à la fois capitaine et mousse, c'est compliqué. là c'est un peu indéterminé. S'il fait le merge, donc le yes l'emporte. Ouais, puis ça doit être dans l'ordre alphabétique des groupes. Non, c'est un et ou un ou entre Ah oui, donc du coup, je crois que j'ai mis un et. Du coup, c'est le no qui l'emporte. On a le même problème sur la logique. Soit on va fermer le droit, soit on ferme tout, on ouvre en fonction. Oui, c'est plutôt ça. Il faut choisir, il faut avoir le... Ouais, voilà, Ah. il faut avoir une approche. Une bonne stratégie, c'est toujours de faire l'hypothèse qu'il faut être conservatoire par défaut, c'est-à-dire si certaines personnes ne peuvent pas voir, c'est par défaut on ne voit pas. Et après tu rajoutes des règles pour dire ok, en fonction de tel contexte, telle personne voit. Le délétation de droit progressif. Voilà, c'est ça. S'il y a un yes qui passe, On peut mettre nul ici. On peut ne rien Oui, mettre. on peut ne rien Dans quel cas, c'est la propriété de l'attribut qui fait foi. Là, c'est vraiment pour surcharger ce qui est défini par défaut. Ou dans l'override qui est fait juste à côté. donc on peut appliquer la logique, on met que des yes ou que des no par défaut, et on est au Voilà. Voilà, il faut être vigilant parce que ça peut arriver dans des trucs un peu. Mais il y a le même problème avec les contraintes qui s'enchaînent. Si elles sont là, C'est pas dans le bon ordre. voilà le menu principal. Alors ce MetaObjet, on le trouve partout. Et donc dans la map, dans le menu, donc ça c'est la simplicité, on a remplacé l'objet et le process. Dans un menu, on peut mettre des objets ou des process. C'était un peu contraignant. On a levé ça, on a créé un nouveau champ qui peut plotter sur ce qu'on veut. Donc dans le menu principal, on peut mettre des vues, toujours des objets internes et des objets externes. On peut mettre des sous-domaines, on peut mettre Le process aussi. On peut mettre plein de trucs. Donc le process, c'est il y a le process. Il manque le process. Ouais, on peut mettre. Donc pareil, si demain on a une nouvelle nouvelle page qui s'ajoute, on pourra les rajouter facilement sans casser le métamodèle, simplicité et rajouter des choses. Oui, c'est moins figé. Voilà. Bon, ça n'impacte pas parce que pareil, lors de la migration, cette colonne va se valoriser toute seule. Nouvelle fonctionnalité sur les actions asynchrones où vous codez la méthode en Java. Le problème, c'est quand on a une action asynchrone ou synchrone qui est longue, qui prend 5 minutes, si on met un spinner sur le front plante, le timeout HTTP, il relance l'action, bref, c'est une catastrophe. Donc on a rendu ces actions asynchrones, mais l'utilisateur ne sait pas ce qui se passe. Donc on lui met un pop-up qui va lui donner l'avancement de sa tâche, qui prend du temps. Et donc en back, à vous de coder ce qui se passe au fur et à mesure de l'avancement de l'action. Donc la méthode de l'action, sa signature, il y a une nouvelle signature, on peut rajouter un paramètre tracker qui est instancié, et c'est vous qui dans ce tracker mettez ce que vous voulez au fil de l'eau. Et tout ce que vous mettez là, ça va apparaître de façon asynchrone sur le front. Ça, c'est côté back. Côté serveur. Voilà, côté serveur dans l'action, la méthode qu'on écrit. Donc on instancie. Oui, tu dis quand tu as fait, je sais pas si tu as importé 4 trucs, quand tu as fait le premier, tu dis j'ai fait 25%, etc. Voilà, donc il y a plein de verbes, bon après il faut regarder la doc, mais dans l'idée c'est on agit sur les jobs qui sont lancés, et puis le temps, tout ça se calcule tout seul, mais il y a des messages, il y a des erreurs, on peut envoyer plein de choses qui s'affichent, la progression, et des propriétés de je peux minimiser la tâche, soit elle est bloquante, c'est un modal, c'est-à-dire que la personne lance une action, mais elle doit attendre que ça se termine et vérifier tout. Et bien on peut dire elle a le droit de minifier, donc après cette boîte elle se minifie en bas à droite, où il y a juste la dernière action en cours qui s'affiche avec la barre de progression.
On peut aussi là stopper, là c'est stopper, c'est-à-dire demander l'arrêt, c'est-à-dire dans votre code, il faut bien vérifier de temps en temps que c'est stopped ou je sais pas quoi. Enfin, il faudra vérifier que l'utilisateur n'a pas demandé l'arrêt pour arrêter le traitement qui se passe en back. Voilà, donc c'est vraiment un fonctionnement asynchrone entre le front et le back. On peut lever d'erreur et puis à la fin c'est stop, c'est-à-dire qu'on arrête le tracking et l'utilisateur ferme sa fenêtre, etc. Donc ça c'est générique puisque vous pouvez rajouter donc, toutes les actions, les méthodes que vous faites, elles sont compatibles ascendantes, mais si vous rajoutez ce paramètre de tracker là, dans la signature de la méthode, ça va automatiquement s'afficher. Il faut le voir comme l'écriture dans un notepad. Oui, il y a une profondeur, on peut dire je limite à 50 messages. Je me suis dit, j'en suis là et j'ai fait ça. Voilà, donc ici, là on dit les propriétés, est-ce que c'est minifiable, est-ce que c'est minifié, c'est-à-dire que ça peut démarrer directement minifié, sans bloquer l'utilisateur, il peut continuer à travailler. Etc. La profondeur des logs, en gros, combien on a fait de traces. Puis après, on démarre, on arrête, on pop, on push des choses dedans. C'est en cours, c'est fini, ainsi de suite. On avance. Ça peut être arborescent, si on push. Ça peut être un arbre et puis ça revient. Si vraiment il y a des tâches qui dépendent de sous-tâches, etc. Donc la UI est assez technique, ça fait quand même une barre de progression un peu sophistiquée, mais en fait, nous, on s'en sert en simplicité, forcément. On s'en sert parce qu'on a rajouté une notion d'application dans la plateforme et qui va justement se servir de ces pop-up parce que ça devient compliqué. Une application, c'est n modules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la simplicité, ce qui manque, c'est qu'on a plein de modules. Souvent, on fait une application complexe, c'est pas un seul module, c'est plein de petits modules, common, machin. Enfin, je sais pas, on met les API dans un truc, on met les objets dans un autre, etc. Enfin, on package, mais on n'a pas la vue applicative. Donc on va rajouter un objet application qui est en fait un module, c'est un module chapeau. Donc ça hérite de modules, donc on retrouve les mêmes propriétés qu'un module, mais c'est en plus un package de modules qui peuvent être ordonnés s'ils sont dépendants les uns des autres, s'ils sont autonomes, c'est dans l'ordre qu'ils veulent. Et donc les boutons d'action, c'est un peu comme un module, on peut l'importer, l'exporter, et comme il y a beaucoup de choses à faire, on n'avait pas intérêt à avoir ça, parce que là, ça peut prendre 10 minutes à exporter ou importer suivant les volumétries du module. Et c'est bien de savoir où on en est. Donc là, il y a en plus des propriétés de quel format on exporte, etc. Plutôt que d'avoir 15 boutons de format d'export, c'est le pop-up qui porte le choix. Voilà, donc ça c'est une nouvelle notion, et quand on exporte son module, pareil, ça crée un projet Maven pour un IDE, où en fait, il y a N projets, en fait, c'est un projet chapeau qui contient... Oui, c'est un pomme chapeau qui... Chaque module est un projet, de toute façon. Donc c'était déjà possible de travailler comme ça, mais de manière un peu artisanale, c'est-à-dire qu'on désignait un module comme étant le chapeau, et puis on générait son fichier Maven chapeau manuellement, etc. Pour le coup, j'utilise les imports modules, les imports spec en déploiement, pour déployer une stack particulière, les dynamics côté. Dans le bon ordre, ouais. Ça importe tout. Mais parfois, c'est juste une livraison, un delivery de quelques diffs. Ouais. Il y a moyen de tester avant de lancer l'import qu'il y a des diffs. L'import spec, il teste en fonction de la version. C'est-à-dire, si tu mets un import spec version 8.9... Avec ça, c'est pas pratique. Voilà. En fait, on ne gère pas les versions modules. Ah oui, mais ça, c'est mal. Ça, c'est pas bien. On peut importer des patchs par import spec. On peut importer un XML, donc est-ce que... Non, il passera par import module, oui. Import spec. En fait, on passe 2-3 minutes à faire... Oui. Bon, après, si c'est une mauvaise pratique, on va gérer la version. Non, la bonne pratique, c'est de gérer des versions, parce que justement, l'import spec, il est là pour dire est-ce que j'ai pas déjà la version 8.5 de mon application, enfin de mon module. Et si il voit arriver un 8.6, il dit ok, c'est là je l'importe. S'il voit 8.5 et qu'il a déjà 8.5, il reste, il fait rien. Donc c'est la stratégie, c'est assez bête et méchant. Le seul souci, c'est que ça implique de changer le contenu des versions référencées, donc de gérer notre delivery aussi dans la stack qui normalement doit évoluer. On rebuild le pas après. Normalement, à chaque fois que tu livres quelque chose, tu es censé incrémenter un numéro de version. Enfin bon, après. Oui, mais notre version de compte, elle est purement dans le guide sur les modules, et ça ne bouge pas la stack. Ouais. Bon. Je vais faire ma parenthèse. Il y a d'autres moyens. Alors, je crois que ce bouton-là, il ne marche pas encore complètement. Mais faire le diff, parce qu'on peut faire le diff de module justement qui fait la soustraction et qui peut générer. Oui, tu peux générer un patch. Et tu peux dire dans un sens ou dans l'autre. Tu t'en sers beaucoup de ça. C'est ça, ouais. Là, je crois qu'on ne l'a pas encore complètement finalisé parce que là, c'est N module. Oui, c'est un multi-module. Voilà. Donc, non, mais c'est pas tellement générer patch qui pose problème, c'est afficher toutes les différences de le faire sans dans module. C'est ça qui est top, de garantir cet ordre.
Le côté UI, c'était Non, complexe. ça va s'améliorer parce que cette notion-là, ça fait à peu près 10 ans qu'on en parlait, donc c'est bien. Là, on ne savait pas comment modéliser une application parce que c'est pas. Comme la plateforme peut supporter N applications, donc le plus simple et le plus compatible à tendance, d'en faire un métamodule, un module chapeau. Et que ça reste avec la mécanique, Git, etc. Ça se comporte un module, ça contient du paramétrage ou pas. Complètement dans le sens où Oui, fondamentalement, c'est un module chapeau. Hein, voilà. Donc en général, on peut pas mettre le paramétrage dans ce module, parce que ça reste un module sélectionnable, mais plutôt de mettre tout ça là-dedans. Oui, ou juste la doc. Voilà, donc ça pareil, il faudra bien le secouer, parce que je pense qu'il y a plein de fonctionnalités qui vont apparaître après, parce qu'on c'est en s'en servant qu'on va se dire tiens, ça serait bien d'avoir cette notion dans l'application. Mettre le logo par exemple. Non, ça va très bien démarrer avec les data leaks, parce qu'on va démarrer des instances dédiées, sautées, réplicables ou pas. Ouais, parce que oui, les data links, il y a des modules qu'il faut partager. C'est en fait des partenariats, tout ce qui était habituel dans la presse. L'application. On va nos affiches D'accord. C'est le partenaire. dans l'écosystème. D'accord. Les vues, pareil, on a fait. Bon, là, c'est le modèle simplicité simplifié, mais il est déjà compliqué. Mais les vues aujourd'hui, c'est un seul item dans le menu, et les vues, c'est un peu tout n'importe quoi, parce que c'est un template avec des items qui s'affichent. On les a segmentés en quatre parties. Donc, il y a les vues d'objets. Donc, c'est des panels sur un objet. Bah, je veux avoir une vue qui affiche des choses, des carottes, ce que je veux, mais pas forcément une liste simple, mais des choses. Donc, voilà, donc avec habilité, avec des impacts, enfin, comme un composant d'objet. La vue simple, c'est juste c'est aujourd'hui une vue qu'on peut insérer un peu partout par code, etc., qu'on peut mettre dans le menu maintenant. Les vues des domaines, c'est-à-dire que les homepages, quand on est dans un domaine, on peut lui associer une page d'accueil. Il y a le home, enfin accueil sur le domaine. Quand on ouvre le menu domaine, il peut y avoir cette page-là. Donc qui est habilité, enfin qui n'a pas tout à fait le même modèle. Et il y a les vues qui sont plutôt des pages d'accueil, des scopes applicatifs. Donc qui portent beaucoup plus de choses, puisqu'elles peuvent avoir un thème, une disposition, et puis habilité à des groupes qui peuvent changer de scope, enfin, passer sur c'est des pages d'accueil, et habilité à des users, etc. Donc voilà, parce que la vue en haut, en fait, le formulaire de la vue était trop compliqué, enfin, il répondait à tous les cas et on ne savait pas ce qu'il fallait renseigner. Donc maintenant, chaque héritier présente vraiment les données utiles à sa fonction. Donc je crois que l'écran d'après, c'est un exemple pour les homepages. Dans la homepage, on a des données spécifiques sur la homepage. Bon, là, on a les données de la vue commune, toujours le template et les items de chaque URL. Et puis ici, on a les onglets spécifiques à ce type de vue. Donc c'est pour tel et tel groupe. Et quand j'active cette page d'accueil, j'active que certains groupes de droit, je désactive les autres, etc. Et là, je connais les users qui sont sur cette vue avec cette page d'accueil. Voilà. Et cette partie-là, c'est pas complètement dynamique. Si on change de type de vue, ce ne sera pas les mêmes données. Il y aura des permissions, il y aura le domaine, il y aura des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est du repackaging. En gros, la fonctionnalité ne change pas, mais c'est juste que dans le menu, on n'a plus un seul item, on les a segmentés pour plus de visibilité. On a fait la même chose, on a fait la même chose sur les objets externes. Je crois qu'il y a un slide après. Donc les méta-objets toujours, parce qu'on s'en sert un peu partout, vous avez vu, sur les menus, sur les permissions. La fonctionnalité qui manquait et que personne n'a jamais demandé, et que moi j'ai demandé, c'est d'avoir la recherche. Parce qu'en fait, quand on a ce genre d'entité, donc comme c'est des entités méta, donc c'est quel est le type d'objet, l'entité, l'objet métier, et puis après la clé fonctionnelle ou un champ de recherche. Donc on a créé la recherche, on a rajouté dans les formulaires. Typiquement, c'est sur les permissions, vous voulez les permissions de tel type d'objet, ou tous ceux qui commencent par je ne sais pas quel mot, etc. Et donc, côté front, on sépare les deux parties, quel est l'objet et le filtre. Et côté back, un méta-objet, c'est le nom de l'objet de point son ID, ça c'est la recherche, mais pour chercher un raw ID. Mais si on veut faire une recherche avec des likes, etc., donc on a rajouté le dièse, où on dit quel est l'objet, quelle est la clé fonctionnelle, enfin la clé indexée, parce qu'il faut que l'objet soit indexable pour être recherchable. Donc on a les deux, et donc on peut très bien dire on veut chercher tout, alors par exemple c'est tous les users Martin, dont le nom ou la clé fonctionnelle contient Martin, ou là je veux chercher n'importe quelle entité qui commence par 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on peut jouer sur les deux, ou après, sur les deux points, adresser qu'un seul enregistrement. Donc voilà, on a les deux parties. Donc ça, le dernier était déjà possible. Donc ça existe déjà, mais voilà. Et aujourd'hui, avant, on pouvait faire que ça. Donc, pour chercher un where ici, c'était compliqué. Donc on a étendu la syntaxe en utilisant le dièse, parce que
c'est pas utilisé. Donc c'est fait que par code, le filter que l'utilisateur quand il fait ça, vous le récupérez sous forme business object, dièse et tout, enfin pourcent et non%. Ouais, un usage client par exemple, c'est sur le redo log, là, la traçabilité, parce que y a des fois tu tombes sur n'importe quoi. Tu tombes sur n'importe quoi, donc c'est intéressant de dire tiens je veux savoir. Alors, on ne pouvait pas faire de recherche. Pourquoi? Non, surtout pourquoi personne n'a demandé. Il faut que ce soit nous qui le demandions. On va lever la tête. Ah voilà, donc voilà. Ce qu'on a vu aussi, ça c'est retour d'expérience sur la 5.2, c'est qu'il y a de plus en plus de tâches asynchrones compliquées qui manipulent des données, etc., qui prennent des heures, qui plantent, on ne sait pas. Et le problème c'est que les traitements métiers s'opposent et sont aujourd'hui dans la même file d'attente que les traitements simplicité. Donc on a séparé, on a modélisé les files d'attente des jobs, donc les crons, toutes les actions asynchrones que vous lancez. Aujourd'hui, c'est dans une seule file d'attente avec des threads qui les dépilent, enfin il y a des démons qui écoutent et puis qui traitent ça en parallèle, mais il n'y a qu'une seule file. Là, on a modélisé un objet file, donc par défaut on en livre deux, la file applicative et la file système. Peut-être demain, nous système, on va en créer 3 ou 4 parce que suivant l'importance des jobs à traiter. Bon, en fait, l'idée c'est de ne pas faire de bouchon entre des jobs techniques ou des jobs fonctionnels. Parce qu'on a eu des cas là où les purges de simplicité, tous les garbage, etc. se lançaient plus parce qu'il y avait tout était bouché, parce qu'il y avait une tâche métier qui finissait jamais, qui a rempli tout le truc, etc. Donc arrêt relance, enfin bref, tâche d'exploit hyper compliquée. Et puis les JVM qui explosent, enfin bref, c'est pas bon. Donc on a décidé de prendre le taureau par les cornes et de modéliser ça correctement. Donc quand vous créez une tâche asynchrone ou une cron, vous dites dans quelle file d'attente elle doit attendre. Donc par défaut c'est AppMQ, mais vous pouvez créer votre propre file d'attente pour des tâches particulières que vous voulez tracer différemment ou lancer, machin. Voilà. Et nous les tâches simplicité, enfin les tâches cœur de purge, de log, de je sais pas quoi, enfin il y a tout un tas de démons qui traitent la sécurité, la pollution des données, etc. qui doivent absolument tourner, sinon... Alors, une question pas directement liée à ça, mais aux tâches qui se lancent. On analyse un cas sur le DBA, il sature leur flow de connexion DB. Est-ce qu'il y a moyen de voir les sollicitations du coup par simplicité pour voir les métriques est en attente? Je ne sais pas si ça existe, la remontée de métriques. Ça doit y avoir des verbes, il faut voir si les API existent. Mais ouais, parce que c'est leur code qui sature ça, et du coup, c'est ça. Ouais, non, mais je sais, on échange là-dessus, justement. c'est le truc ouvert en ce moment. Ouais, c'est le truc ouvert. Alors ma réponse, si tu as lu ma réponse, il y a différents gestionnaires de pools qui existent en standard et il y en a d'autres. C'est-à-dire que tu peux rajouter. Il y a des gestionnaires de pools externes que tu peux configurer. Il suffit de dire telle factory, etc. Alors, on souhaite rester dans le standard pour le coup, plus ouais, mais plus de simplicité. Ça va décaler le problème. S'il y a un problème Et c'est là qu'on essaie, c'est pour savoir, pour identifier là où ça passe. Au niveau de data source, il y a peut-être des get number idle, number active qu'on pourrait afficher, mais c'est très fugitif comme info. Hein. C'est une info qui est. Plus loin, parce que je suis courant. On a des DAS managés en cloud. Et pour redéployer, ça n'éteint pas les connexions. Et les requêtes parfois avec aussi continuent de tourner sur l'environnement. Mais ça, c'est le problème du pool manager. C'est son boulot de fermer les connexions. Oui, du coup, elles sont pas. Parce que nous, au niveau applicatif, on ne peut rien faire. Alors là, pour le coup. Il n'y a pas moyen sur le même user détecter. Si tu les arrêtes proprement, ça c'est. Mais bon, c'est hors simplicité. Non, là, on peut. Nous, on est. Quand on fait une requête en base, on dit depuis le data source, donne-moi une connexion. Donc c'est le gestionnaire de pool qui dit. C'est lui, il faut sortir ça. Non, mais on n'a pas la maîtrise là-dessus. C'est-à-dire que on peut dire donne-moi une connexion et ferme la connexion, mais c'est fermé au sens data source. C'est-à-dire qu'en gros, on rend la connexion au pool. On n'a pas, je pense pas qu'il y ait de verbe au niveau de data source qui permet de dire ferme la connexion physique gérée par le pool. Ça, je pense que ça n'existe pas, ça. Pas trivial, mais en fait, on a plusieurs natures de problèmes sur cette connexion qui est extrêmement sensible.
Et le fait qu'on ait peu de visibilité, on est juste métier, on n'est pas... Non, je sais. Non, enfin, le problème, c'est que nous, on n'a pas non plus une expertise pointue là-dessus. C'est ce que je dis dans mes réponses. On peut remonter comme métrique, enfin les verbes qu'on peut Ouais, le mieux, mais comme je dis, c'est très très fugitif comme info, parce qu'une requête, une fois, elle dure 3 millisecondes, donc ok, il y a un truc qui est pris à ce moment-là, mais 2 millisecondes après, il n'est plus pris. Ou alors, Donc, qui est passé à l'autre. non, mais je veux dire, même si on fait un là, polling... Là, tu vois que ça Vous finirez à l'origine. Ouais, on va faire. Ok. Vous irez manger ensemble. Voilà, et donc pour finir là-dessus, voilà, et donc ça permet un suivi dans le temps de l'occupation d'un fil d'attente. Si c'est fluide, si ça déborde, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune métrique sur cette file Ouais, d'attente. ça, ce genre de truc, c'est beaucoup moins fugitif. C'est des trucs qui durent longtemps. On les Ouais, trace mais en on toutes peut les avoir minutes. un pic d'appel et puis ça Ouais, file, ouais, ouais. tranquille. Quand tu disais par défaut CAQ, ça veut dire qu'actuellement c'est la file commune pour tout. Ouais. Et quand on déploiera la V6, Il y aura les six ce qui était dans le défaut, ça arrive dans Dans AppQ. Et si on refaire tout, Les vôtres. Et Mais si tu précises rien, c'est AppQ et Voilà. les tâches simplicité, Et les tu nôtres, verras elles sont qu'elles vont explicitement dans- 10 pour aller dans le 6 Tu cube. verras qu'elles vont dans le 6 cube. Si tu veux les remettre chez toi, tu les remets chez toi. Et après, il faudra pas dire que ça prend de la place. Voilà, donc ça c'est un peu la même chose que tout à l'heure. C'est pour les vues, c'est que les objets externes, on les a aussi typés. On appelle ça une nature. Ouais, parce que c'était le bordel. Parce que les objets externes, ça sert à faire tout et n'importe quoi, puisque c'est ce qui est externe. Donc on peut coder des objets externes pour faire des pages, pour faire des composants REST, enfin des web services, pour faire des Oui, la liste est non limitative. Il y en a, enfin, en gros, ça correspond à toutes les sous-classes d'objets externes qui ont été rajoutées au fil du temps. Donc à l'origine, il n'y avait que celui-là. Il y avait une méthode display, puis on faisait ce qu'on voulait. Puis après, on les a petit à petit spécialisés pour faire des choses diverses et variées. Mais c'est vrai qu'on ne l'avait jamais modélisé. Donc là maintenant, c'est modélisé et ça veut dire que ça génère Et quand on génère le code, ça génère le bon squelette, Voilà. la bonne méthode. Si la je bonne dis je veux une méthode. responsive page, ça va me générer le bon squelette de page. Parce que de toute façon, un objet externe, par principe, c'est du code. Ouais, voilà. Et un nouveau flag, c'est widget. C'est un composant, enfin un objet externe, on ne sait pas dire si c'est un service REST, etc. Enfin, avant on ne pouvait pas, donc on a mis aussi, est-ce que c'est un widget ou un composant UI qu'on pourra ensuite importer dans un item de vue. Donc ce flag, ça sert juste à dire que c'est sélectionnable quand on le met sur un template. Parce qu'on peut avoir des composants qui ne sont pas du tout des composants UI, c'est des wrappers, des je sais pas quoi, on fabrique ce qu'on veut avec les objets externes. Donc c'est pour un peu plus C'est le couteau suisse de simplicité, l'objet externe. de sémantique. Une nouvelle fonctionnalité, c'est aussi les permaliens, permalink. Enfin, bon, c'est en gros les liens humainement lisibles. Aujourd'hui, quand vous adressez un formulaire, c'est le ID qui est passé en paramètre, enfin, c'est que des données techniques dans l'URL, donc c'est pas très publiable dans un email ou dans un tweet ou je sais pas quoi. Et donc, on a ajouté dans certains objets, enfin, aujourd'hui c'est les vues, les recherches, les objets, les objets, donc les formulaires, un champ permalink où on donne une URL en kebab case, donc c'est avec des tirets. Pour dire commande en attente, je sais pas, page de la commande, bon là je peux toujours avoir les paramètres d'Arget, ou commande numéro temps de telle date. Donc ça c'est un lien permanent, donc lisible, et qu'on peut attacher quand on clique, hop, ça passe par la couche des droits, ça redevient un deep link sur la plateforme ou ça arrive sur une landing page si c'est à 2 lignes. On peut garder le système de droit épique qui ne change jamais. Parce que les clés fonctionnelles, parfois on les corrige, on peut bien les utiliser. Oui, alors forcément si tu mets Si quelque tu chose... changes ta clé fonctionnelle, ça change. Le lien, il est mort, oui. Le roi dit, oui, tu peux garder toujours un deep link comme avant. Mais le permalink, c'est quand même pour adresser des tableaux de bord, enfin des pages, des vues, des recherches, accéder directement à la liste des commandes à traiter ou je sais pas quoi, hop. C'est avoir un nom usuel, c'est plus simple que un truc technique avec status égale 12, etc. Voilà, donc ça va être généralisé à toutes les landing pages possibles, donc je ne sais pas ce qui reste encore à faire, mais les agendas, les tableaux croisés, je ne sais pas ce qu'on peut faire en permanence. Le corollaire qu'il y a de ça, c'est qu'il faut être particulièrement vigilant au droit, au filtrage, parce que là, du coup, on peut forger facilement un permalink en disant si c'est client machin, je sais que mon copain web c'est client 02, voilà. Si j'ai pas mis des droits qui m'interdisent de voir client 2, enfin, je peux plus facilement sur des données métiers forger un accès, un accès pirate. Avec des 12, tu mettais 13. Oui, c'est pas fondamentalement différent, mais il y avait moins de sémantique métier. C'est-à-dire, tu le vois, numéro de commande, tu translates le problème, c'est le numéro de commande, tu fais. non, mais typiquement, get commande for client machin et le nom du client. Si tu changes le nom du client, tu as les commandes de l'autre. Donc, Ouais. voilà. Bon, Ah bon, faut bref. juste être vigilant au droit, encore plus si on utilise des permis. Ça, on peut pas résoudre.
Les filtres, alors oui, on a ajouté de nouveaux filtres. Les filtres fixes, donc c'est comme les filtres user, c'est-à-dire l'utilisateur il peut saisir les filtres, ça va dans cette get filter, vous connaissez. Là on peut rajouter sur un champ de dire que ce filtre il est fixe pour l'utilisateur. Il y a un rollback qui est toujours exécuté, mais sur la UI, soit il est en lecture seule, il voit qu'il y a un filtre et que c'est affiché dans un petit badge, enfin, comme la UI le fait, soit c'est carrément masqué. Donc, là, on veut filtrer machin, mais plutôt que de faire un search spec. Voilà, on est très proche de la source spec en fait. Mais c'est au niveau filter. Je vais pouvoir désinguer plein de search spec. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le but du jeu. ça manquait que cette information de Non, dire que c'est ça- un filtre non modifié. Ouais, et surtout, ça a une vraie fonction quand c'est des objets qui sont pas des objets DB, sur lesquels une notion de search spec n'a pas de sens. Tu vois, tu vas filtrer quelque chose sur la base d'un champ fixe, sur un objet métier qui en fait va se traduire physiquement par un appel de service où tu vas passer un paramètre dans le service. Donc c'est une généralisation quelque part de la search spec, ce truc. Voilà, et donc on se sert, alors, et puis après, voilà, sur les filtres, on a aussi étendu sur les relations, les lignes, donc entre deux objets. Aujourd'hui, si on veut filtrer le panel qui est affiché en dessous d'un objet, on pouvait faire du SQL. Un peu insuffisant si l'objet lié est un objet remote, un service object, là, quelque chose qui vient d'ailleurs, où là on n'accède pas au SQL. Donc là, on peut en JSON dire quel filtre on applique, c'est-à-dire que l'objet qui est ramené, on va lui appliquer soit des filtres en dur, avec la syntaxe des filtres, ordonnés ou groupés, mais aussi on peut filtrer par rapport à une valeur du formulaire parent, puisqu'on est dans un link, il y a forcément un parent. Et donc on peut dire, liste-moi les je sais pas quoi de tel parent, parce que je peux pas le faire avec une jointure SQL. Et ce sera bien appliqué lors du search de ce service. Ouais, au même moment que la search spec. Oui, c'est passé comme un filtre normal du truc, sauf qu'ils sont caractérisés. Voilà. C'est un filtre dur. Donc conceptuellement, c'est un search spec. Donc ça, et typiquement, lui, c'est un filtre qui est fixé. Visible, pas visible, mais voilà. En gros, l'utilisateur ne pourra pas modifier ce filtre en dur parce que c'est vraiment une relation entre deux objets. Enfin, le cas de la relation, c'est un cas, mais on peut avoir d'autres cas de filtrage dur où on dit, comme je dis, c'est comme une search spec, mais qui peut être un peu dynamique. Et là, ces notions et mots-clés, donc on les a rajoutés. L'export de modules, l'export de données des objets d'un module. Il y a une fonctionnalité aujourd'hui, si vous paramétrez un ordre dans l'export, en 5.2 ça plante, parce que dès que la volumétrie explose la mémoire. Non, ça plante pas quand c'est conforme à l'idée qui était derrière cet export de data, qui était d'exporter des jeux de données de test. Voilà, c'était ça l'idée. Mais pas 3 millions de records de la base de prod. Donc tel que c'était fait, ça montait en mémoire. Donc de toute façon, dès la 5.3, je ne l'avais pas mis avant, mais l'export est asynchrone et flotte directement sur le disque. Donc on peut exporter des grandes volumétries, mais on n'a pas encore ce pop-up, puisque là il va partir en 5.4, de dire je suis en train d'exporter des millions d'enregistrements, tu patientes. Voilà. Donc voilà, ça c'était le scroll. Ça c'est un petit besoin. Il y a une vidéo là. Ouais, il y a une vidéo. Ouais, il y a une vidéo, c'est dingue. Oui, ça va faire waouh. Là, c'est juste le maintien de scroll. C'est-à-dire quand la navigation, le fil d'Ariane, mémorise la position du scroll vertical. Et quand on revient en arrière, ça se remet à la bonne position. Moi, j'ai pas vu passer, mais ça va être ça. Là, on se remet. Typiquement, quand on est en train de paramétrer, tu paramètres un objet, tu es en train de travailler sur les fils, c'est toujours chiant parce que tu es obligé de re-scroller en bas. Mais je connais des formulaires qui font 15 Oui, mais typiquement, les objectifs, c'est de grands classiques. On a des listes là, on scrolle horizontalement, ça mémorise aussi. Non, c'est pas. Non, parce qu'on est censé être responsable. Non, c'est un anti-pattern de UX de faire des listes verticales, avec scroll vertical. Non, mais ça fait pas. Ça fait que le vertical. Parce qu'effectivement, en responsive, c'est justement c'est le one page vertical. On a eu plein de discussions avec les clients sur les scrolls. Le scroll horizontal, je comprends que normalement c'est responsif. Mais des fois, on nous demande quand même de figer pour que ça reste lisible. Et donc, il y a un scroll vertical, horizontal, ouais. Et ce qui gaffe les clients, c'est que ce soit. Oui, on est obligé de descendre en bas de la liste. Alors, non. C'est parce qu'ils ne savent pas servir de leur souris. Non, oui, il y a peut-être des raccourcis. Ah oui, le scroll en bas. Tu cliques sur la roulette. Pareil. Non, mais tu fais comme ça. Il y a des utilisateurs, ça marche pas, ça c'est trop technique. Parce que la liste ne tient pas dans les La liste. Non, mais en fait, c'est. Non, mais t'as une liste qui est longue comme ça, t'es obligé de descendre en bas pour pouvoir avoir le scroll. Mais pas de bol, si tu voulais regarder la ligne du haut, t'as scrollé en bas, tu peux. Non, mais c'est comme des gens qui ne servent pas de la roulette, qui vont chercher le slider sur le côté. Tu peux pas tout faire. La première chose qu'on leur dit, c'est que
Pour le chose, il faut choisir. Oui, c'est ça. C'est la... Non, mais là, je vois à quel utilisateur on parle et ils n'entendent pas ce genre d'argument. Non. Ils ont des costumes un peu stricts et des machins. Mais est-ce que cette barre ne peut pas... Je vois pas où on pourrait la mettre ailleurs. Hein. En haut. Bon, les deux, tu sais. Ouais, en haut et en bas. Ouais. Mais c'est le div qui est un scroll, c'est pas un scroll. Non, mais c'est le scroll, c'est vrai que quand tu as une liste qui est assez longue, pour peu que tu n'aies pas gêné à 50, tu es obligé de descendre en bas de 50 pour pouvoir faire le scroll, le machin. Si tu veux le faire avec les barres. Parce que c'est la div qui prend le. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même. Enfin, moi aujourd'hui, je ne vais jamais chercher cette scroll-là, je me sers d'un roulette. Vous faites déjà quelque chose comme ça dans le DB Access. Dans les DB trop large, il y a un scroll dans le nom de la colonne. Si on avait un scroll juste en dessous des fils. Dans le monde de la... Ouais, oui, parce qu'il y a une taille max des colonnes, mais c'est par... Ouais, mais si ça s'appliquait à la après c'est foutu des scroll bars partout. Ouais, c'est un gros truc. Enfin, je sais que c'est pas... On en reparlera à l'atelier. Non, mais après, par CSS, tu peux limiter. Imagine, tu as certains champs qui sont très longs, et du coup, ça t'allonge ta liste horizontalement. Tu mets un style dessus qui te donne avec un scroll individuel que tu auras du coup sur chaque ligne. On met 3 petits points, et puis au passage sur le curseur, ça affiche. Voilà, des trucs comme ça. Enfin, bon, il y a... Et du coup, nous, on a mis... Parce que remonter la scroll bar, Non, c'est le navigateur, enfin c'est div ou la table qui a ouais, dans un navigateur, je vois pas de composant avec la scroll bar. Ah bah, il faut qu'on mette un faux div qui un faux div qui se synchronise sur le biais du bas. Ah oui, c'est du coup. Tout ça pour parce que les gars ne savent pas cliquer sur un truc là. Alors, les petites et ils savent pas choisir en plus les trucs qu'ils veulent voir. Donc les petites nouveautés, il y a un bouton pour générer style et classe, enfin les ressources d'un objet, parce qu'à chaque fois il faut créer à la main. C'est juste depuis la 5.2. Ça on l'a backporté. C'est pas nouveau, ouais. Enfin oui, ça a été backporté. Un truc chiant c'était les classes JSON qui sont pas serialisables et JSON.org. Donc on a créé leurs extensions serialisables pour les mettre dans les grands et les objets, parce que quand tu fais un set paramètres, il faut que ça puisse être serialisable en Java. Un autre truc c'est les data export, aujourd'hui qui étaient oui ou non. On exporte pas les données. Oui, non, ouais. Et là, on peut spécialiser quel type d'export, enfin quel type de fichier. Soit c'est tout, soit c'est que le Excel, soit c'est que en PDF, etc. Ça, c'était une des demandes qui avait été. On a revu pas mal les menus, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Et puis, vous n'avez plus rien retrouvé. Donc, tout, on a pris, on a tout secoué. Non, normalement, c'est plus Il y a les mêmes trucs, mais plus au même moment. La première semaine, ça va être un peu dur. Vous avez des bookmarks. Ouais. Non, mais bon, en gros, la notion d'application qu'on a créée, il manquait un truc parce qu'on ne pouvait pas mettre ça dans l'objet métier. Donc il a fallu créer un nouveau menu qu'on appelle projet. Mais voilà, ça changera peut-être. Hein, voilà. Si on trouve un meilleur nom. Projet. C'était projet pluriel. Application, module, les datasets, ça c'est les jeux de données qu'on peut exporter ou importer, le App Store et la documentation du projet, ou de l'application. Donc voilà, ça c'est vraiment métier. La partie qui était dans Operation, mais qui était plutôt du paramétrage et pas des données, des logs, etc., on l'a mis dans Settings. Parce qu'il y avait trop de choses dans Operation, qui déjà reste encore gros. Mais... Donc là, c'est vraiment la partie statique des settings techniques, donc les paramètres système, le code partagé, les clés de licence, les cron tables, les adapteurs, les data links, tout ça, c'est des données techniques qui ne sont pas des données d'opération de run. C'est vraiment figé dans le marbre quand c'est fait, donc c'est un menu à part. Les droits, ça ne change pas trop, sauf les permissions. Les business objects, ça ne change pas, sauf qu'on l'a dépouillé en mettant à droite à gauche des choses qui n'avaient pas trop à voir avec ça. User interface, il y a juste les menus, les menus vus, comme on a réparti, c'est commencé à être très très grand ici ce menu. On a mis les traductions ici, parce que de toute façon dans un menu à part, on s'en servait très peu. Donc les vues, les types de vues, ils sont là, les templating. L'objet rendering, c'est tout ce qui exporte les données, qui utilise les données dans des recherches, des publications, des microstats, des pianos, des agendas, etc. On les a mis pareil dans un sous-menu. Pour éviter d'avoir des menus qui grossissent trop. Tout ça, ça ne change pas trop, là, document modeler. Un nouveau menu, parce que lui a été pas mal refactoré avec tout ce qui a disparu, c'est les user interactions, parce qu'en gros, il y avait tous les posts sociaux, les news, les feedbacks, follow, ça ne sert pas trop, mais... Et là, ce qui manque, c'est les notifications qui vont arriver. Le nouveau système de notification qui arrive. Donc ils ne sont pas dans les slides encore parce que ça sort ça sort de la forge. Ça sort de la forge. Une notification, en deux mots, c'est sur un événement d'un objet métier, une création, une mise à jour.
je peux publier à certaines personnes ou à certains groupes un message, et ça apparaît dans la UI partout, par mail, dans Slack, dans je sais pas quoi, enfin, on va envoyer des messages. C'est une généralisation du principe d'alerte qu'il y avait sur les transitions d'état, par exemple. Mais c'est plus lié à un CRUD sur un objet. Quoi. Voilà. Et Là, ça, c'est élargi sur les, voilà. sur le type d'événements qui peuvent être tracés. Dans Operation, on l'a dépouillé de tout ce qui est parti ailleurs. Donc là-dedans, dans Operation, il ne reste que les données d'exploitation, de run, les logs, l'historique des sessions, les tokens, les trucs. Enfin, tout ça, ça peut être purgé. C'est-à-dire que c'est des tables qui mémorisent tout ce qui s'est passé, toutes les jobs asynchrones, etc. Voilà. Donc c'est un peu perturbant au début parce qu'on ne retrouve plus. Enfin, moi, c'est souvent système paramètre, je le cherche. Je l'ai beaucoup cherché. Ouais. Voilà, et après, t'es plus habitué. Mais il est mieux là qu'il était avant. Après, bon, des petites choses sur le modeler. Les métalliens, on les représente par des flèches hachurées. C'était pas fait avant et on les voyait pas alors que. On était obligé de mettre des notes à chaque fois. Bah oui, parce que des notes jaunes pour dire tiens, c'est relié à machin. Donc maintenant ça s'affiche. Oui, donc là les permissions, on voit que ça peut être lié à tout et n'importe quoi. Bien objet. Les hooks, comme je disais tout à l'heure, la couche Ajax, comme c'est des permissions, que c'est une classe JavaScript, elle hérite dans UI Business Object. Et votre objet métier, côté front, peut hériter de UI Business Object qui implémente tous les hooks. Et tous les appels Ajax, Search, etc. Donc dans votre code, vous pouvez réutiliser les hooks que vous faisiez avant dans le script. Là c'est dans une classe, mais c'est à peu près la même logique. Mais vous pouvez surtout hériter, si vous avez deux objets qui héritent. Côté back, c'était bien fait, parce que c'est du Java, ça hérite. En front, c'était pas fait. Donc là, maintenant, c'est fait. C'est-à-dire que là, si j'ai fait des hooks dans un objet chapeau, je les récupère dans un objet physique. C'est-à-dire qu'on pourrait spécialiser l'ajout de métriques d'usage sur les listes de formulaires en implémentant le hook de ces objets. Tous les objets de modèle en bénéficient tout de suite, et si on veut surcharger, on implémente le hook héritier qui devra faire appel explicitement. Oui, c'est le même principe que l'héritage côté serveur, c'est-à-dire que tu hérites de ce que tu as développé en spécifique pour la partie UI. Donc il y a tous les hooks, il y en a beaucoup plus qu'avant, parce qu'on en a rajouté, et on peut aussi faire un override sur la méthode d'appel, c'est-à-dire plutôt que ce soit le search en back qui fait le search, c'est le front qui fait le search de autre chose. Qui appelle pas le back, qui appelle autre chose, parce que dans le search on veut faire autre chose, on peut toujours appeler le super et faire des trucs, mais bon, etc. C'est une logique d'héritage classique, qui n'était pas fait. Donc les hooks, forcément, ils sont renommés parce que c'est le load form, unload form, etc. C'est pas le form.load, form. Ça reste compatible les anciens, puisque ça wrap avec l'autre. Mais on peut utiliser cette nouvelle syntaxe pour faire tous ces hooks front. Voilà. Ouais, oui, il en reste 30. Encore une 30. 30 slides. Attends, mais je sais pas, c'est pas ma faute si on sort une version par an, il faut en faire tous les 3 mois. Les limites pour la 10. Ah bah c'est pour ça. Mais c'est tout ce qu'on a fait cette année. Alors je vais très vite. Donc là c'est les groupements d'actions. C'est-à-dire quand on a beaucoup d'actions, On a 20 boutons d'action. on peut grouper les actions, c'est magique, et puis ça apparaît dans un petit menu. Ça manquait, avec un libellé. Les raccourcis, c'était quoi ça? Je t'en souviens même. Je sais plus. Si, c'est sur les shortcuts. Ah non, c'est autre chose là. Non, dans la définition d'un objet, on a rajouté un onglet liste parce qu'il y avait interface, option, bouton. Il y avait tellement de propriétés pour les listes que ça se mélangeait au reste. On a fait un truc spécialisé pour cet objet, comment il se comporte en liste. Parce qu'il ça a beaucoup de propriétés. Les raccourcis, visibles, pas visibles, on a un petit peu étendu pour dire on peut les mettre en tant que vrai bouton dans l'entête. Plutôt que d'être dans le menu déroulant à droite, là, il sera affiché sous forme de vrai bouton. Un gros bouton sur. Voilà, c'est pratique pour les notifications, typiquement pour afficher une petite bulle avec le nom des notifs. Et le dernier truc, presque. Ça, je sais pas. Alors, on a fait en 5.4 un nouveau rendering des vues. C'est-à-dire, il y a la vue Bootstrap en 12 colonnes, comme vous connaissez là. Et là, on a intégré un nouveau moteur de rendu qui est le Grid Stack, qui permet de positionner des zones à taille fixe. C'est-à-dire qu'ici, voilà. Et en drag and drop, on peut les déplacer, enfin l'utilisateur peut facilement mettre ses propres composants. En drag and drop, en prenant des éléments, un tableau, un machin, là, il va prendre le tableau croisé ou le graphique, il va l'insérer. Et l'utilisateur, vous voyez des pop-up qui sont masqués là, mais en gros, on paramètre ce qu'on veut. Ou depuis le menu, directement, on prend un item de menu, on le parachute, et là, je veux toutes les commandes en livraison, la claque. Une démo. Ah bon, après, il faut aller voir. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est le designer, quand on crée une vue,
avec des items. On a le choix de quel template on veut, l'ancien Bootstrap ou GridStack. Et donc là, on est vraiment sur des zones à taille fixe. C'est toujours responsive si jamais l'écran diminue, mais on a vraiment des rectangles à taille fixe, quoi, et qui prennent une certaine taille, etc. Donc l'éditeur permet de faire du... Et puis l'éditeur, quand on déplace, tout se déplace bien, etc. Donc l'évolution naturelle de ce composant, ça sera de le donner à l'utilisateur final. Pour qu'il se fabrique. C'est pas la vue. Pour qu'il s'agence ses propres pages. Là, pour l'instant, on peut créer des vues de type GetStack. En tant que designer, je crée une vue et les composants ils s'afficheront comme ça. Mais comme ce composant, voilà, on l'a rodé, etc., il marche bien, on a commencé à tout faire, en bridant les fonctionnalités trop designer, l'utilisateur pourra, avec du drag and drop, fabriquer son propre tableau de bord des données qu'il a. Réagencer au moins son tableau de bord. Donc il veut avoir les listes de ce qui est interne, il veut afficher des tableaux croisés. Mais Ouais, c'est paramétrable, mais enfin, sans doute dans le périmètre de ce qu'on lui aura autorisé à mettre sur sa vue. Dans les objets. C'est un peu comme les tableaux croisés. Là, tu prends un tableau croisé, enfin on fera la démo, tu prends un tableau croisé qui existe, tu peux pas faire une jointure de tout ton modèle, tu prends ce qui existe. Par contre, tu peux dire je veux telle colonne, pas telle colonne, dans tel ordre, tel graphique. Tu personnalises ce qui existe déjà pour avoir un camembert plutôt que graphique, etc. Donc on fera une démo après. Donc ça, c'est grosse nouvelle fonctionnalité, donc il y a encore du boulot à faire là-dessus, c'est en cours. Hein. Enfin, la partie designer est quasiment finie. Et après, l'évolution, c'est vraiment de le mettre pour le user qui sera habilité au dashboard, qui pourra faire ses dashboards, un peu comme les recherches prédéfinies. Je crée mon dashboard et je peux le publier, je partage avec vous. C'est public ou privé, en gros, cette notion de partage de ce dashboard. Et pareil, il y aura un raccourci en haut, quelque part, qui amène à ces dashboards, ou à la liste de ces dashboards. Voilà la grosse fonctionnalité, je crois que j'ai fini. La roadmap, ça c'est quoi? Bon, ça c'est des informations toutes simples. Donc tous les composants tiers sont maintenus sur le GitHub. Oui, alors ça c'est pour les gens qui font des fronts spécifiques. Donc il y a une lib simplifiée. Donc, vous pouvez toujours utiliser la vraie lib de la UI simplicité pour faire des choses avancées si vous le souhaitez. Par contre, le cas d'usage d'un front-end externe, ce qui est souvent c'est fait par des développeurs front-end qui n'ont pas besoin d'intégralité des fonctionnalités de la lib. Donc il y a une lib simplifiée qu'on publie sur NPM qui se prête bien à des usages dans React, dans Vue, dans des choses comme ça, et qui est assez simple. Donc la plupart des fronts qui sont faits, elle est aussi utilisée pour la petite histoire dans l'extension VS Code quand vous avez monté la dernière fois. Donc voilà, c'est plutôt pour les usages externes, on va dire, de simplifier. Donc tout en reste, alors c'est un exercice un peu d'équilibriste parce qu'il faut qu'elle reste simple et puis en même temps il faut qu'elle embarque des fonctionnalités. Donc elle s'enrichit gentiment. Mais elle ne sera jamais aussi riche que la lib interne de simplicité. Bon, alors la 6, la roadmap actuelle, parce que tout ça, ça se priorise. On a un backlog qui aujourd'hui a 40 demandes encore en cours, de vos demandes. Plus 4 ou 5 de ce matin. Ouais. Plus ce que leur a noté Alistair qui leur en font. Mais enfin voilà, on priorise et puis on dépile en fonction des urgences. Sur les gros thèmes, alors, il y en a qui sont un peu montés, d'autres qui sont un peu baissés cette année, en fonction des priorités. Donc les notifications métiers, ça sort cette semaine, hein, à peu près, on est en train de faire la recette. Les dashboards end user, je viens d'en parler, c'est que l'utilisateur peut se créer ses tableaux de bord avec ses données métiers. CI/CD, DevOps, sécurité, tout ça, c'est un thème assez gros qui évolue constamment parce que ça change. Et on est en train de déployer un runtime only, c'est-à-dire qu'en prod, on ne puisse pas faire de design. Parce qu'aujourd'hui, si on livre la plateforme en prod, si on peut se connecter designer, on peut tout péter, etc. Donc là, l'idée, c'est que même un designer qui se connecte ne pourra pas compiler, rien faire du tout. Les IDE Java, bon, toujours avec VS Code. Ça avance. Le App Store, on publie toujours plus de modules, de presets, de choses, voilà, d'exemples. Automatisation des tests, c'est pas automatique. C'est toujours pas automatique. Ouais, c'est descendu dans la pile. Ouais. Les modes déconnectés, ça, avec les data links qui peuvent évoluer, ça sera pour un mode desktop, ça pourrait être pas mal. Le mode mobile, on n'arrête pas de faire du spécifique. On ne sait pas faire un mode déconnecté full runtime, c'est impossible, mais un mode desktop avec une base locale, c'est déjà... Les vrais cas métiers de mode déconnecté, généralement, c'est des front-ends spécifiques, généralement mobiles, dans lesquels, de toute façon, il faut concevoir le truc pour que ça soit robuste à un mode déconnecté. Donc ça va avancer plutôt sur la partie desktop, mobile, c'est un peu trop... Enfin, il n'y a pas de solution facile. Et après, les autres, bon ça, on n'a pas... RG2A, on a parlé un petit peu tout à l'heure. On a fait un peu de thème. Ouais. Les chatbots, session stateless, on n'a rien fait. Quasiment rien. On a fait de la veille, mais ça n'a pas donné de résultat.
chatbot ont cherché un stagiaire pour nous aider à le faire, mais il n'est pas venu. Alors... Est-ce qu'on comprend que tu as fini? Je pense. Hein. Vas-y, vas-y. Parce que moi, je l'associe, je dis. Ben voilà. Ouais, bah, voilà. Ah, merci. 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 Simon, on vous prend encore 5 minutes si ça vous va. Désolé. Hein, Ils ont soif, ils n'en peuvent plus. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous a probablement déjà vu cette presse, mais c'est une piqûre de rappel sur tout ce qui est CI/CD, DevOps, sécurité dans le cadre de vos projets. Quelles bonnes pratiques implémenter, et aussi pour vous savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à l'état de l'art de ce qu'il faudrait faire pour avoir le best-of de la sécurité avec simplicité. Donc, on offre une formation DevOps dans laquelle on vous accompagne pour mettre ça en place sur vos environnements. Donc c'est plutôt orienté pour les designers. N'importe quel designer certifié simplicité peut se former à ces pratiques de DevOps. Donc, je vous fais juste l'aperçu des technologies. En gros, quand on commence et qu'on se forme à simplicité, typiquement sur la formation, on va apprendre les bases. Les méthodes de debug, ça va être d'utiliser les logs. On va faire les tests directement en se créant des utilisateurs, tout se fait à la main, et les déploiements, on exporte nos modules au format zip et puis on va les importer manuellement. Le problème, c'est que la répétabilité de ce process, on se retrouve pas toujours avec des environnements qui sont identiques. Donc le niveau 2 du designer simplicité DevOps connaîtrait mieux les features simplicité, va travailler de temps en temps dans un IDE externe qui lui permet d'être plus productif en ayant de l'autocomplétion, en ayant toutes les fonctionnalités d'un IDE. On va commencer à écrire des tests unitaires qui vont être testés à chaque nouveau déploiement de vos modules, donc avec JUnit. Commencer à faire également des tests UI. On va inspecter la qualité du code et voir les nouveaux bugs potentiellement qu'on a insérés, les régressions potentielles que notre code aura produit sur nos modules. Et évidemment, on commence à utiliser les repositories Git internes et à scripter nos déploiements. Puis le niveau 3, et l'objectif c'est de vous amener tous là-dessus. Donc pouvoir faire du remote debug pour aller plus loin dans la compréhension de ce qui ne fonctionne pas. Faire des tests UI avec Selenium ou avec d'autres outils. Donc les tests de la UI, vous pouvez soit les coder manuellement, en gros vous prenez le contrôle sur un navigateur avec du code. Ce qui est un petit peu rébarbatif à écrire, mais il y a aussi des modes qui permettent d'enregistrer. Donc en fait, vous avez une extension que vous mettez sur votre navigateur, vous testez votre application, cette extension va enregistrer tout ce que vous faites et sera capable de reproduire ces tests sur un serveur. Et donc au niveau des déploiements, c'est l'utilisation des Dockerfiles et donc automatiser vos déploiements. À chaque fois que vous faites un commit, on va runner tous les tests et déployer ça. Donc ça c'est un petit peu toutes les connaissances en tant que designer simplicité qu'il faut arriver qu'il faut avoir pour arriver à ce niveau 3 de CI. Donc voilà, au niveau Docker, ce qu'on vous a dit, c'est qu'on a maintenant la possibilité de faire du remote debug, ce qui vous permet de mettre des points d'arrêt dans votre code simplicité. Aujourd'hui, c'est vraiment plus rien à configurer. Donc, si vos développeurs ne font pas encore ça, c'est une habitude à prendre.
vos analyses Sonar. Donc que vous ayez ou pas un serveur Sonar, vous pouvez vous déployer en local avec une image Docker et faire tourner vos analyses Sonar. Si vous avez un serveur au niveau de votre entreprise, vous pouvez évidemment suivre l'évolution de votre projet et consolider ça au niveau de tous les développeurs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas faire tourner des analyses Sonar régulièrement sur votre code. Sonar qui est un outil d'analyse de code. Je ne sais pas si tout le monde connaît bien. Donc Selenium, ce que je vous disais, pareil, de la même façon, vous pouvez faire tourner vos analyses Selenium en local. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir toute l'infrastructure DevOps, d'avoir un serveur dédié à votre CI/CD pour pouvoir faire tourner vos tests, que ce soit les tests UI, que ce soit les tests JUnit. Au niveau de l'import spec, donc on a vu que maintenant, ce qu'on peut faire, c'est livrer une image Docker. Donc, on parlait de cette possibilité de livrer avec une JRE, donc livrer un environnement sur lequel on ne va pas pouvoir modifier le code Java, toutes les règles de gestion qu'on embarque en Java, on ne va pas pouvoir les modifier en prod. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on construit une image Docker qui contient déjà les modules qui vont s'importer automatiquement au lancement de notre image Docker. Donc, petit rappel des principes de sécurité à appliquer quand vous êtes en prod. Donc ce qu'on va faire, c'est automatiser l'ensemble de ces tests pour qu'il n'y ait pas une notion de j'arrive à une échéance et du coup je suis pressé de livrer et les tests UI je vais pas forcément les lancer. Donc on veut être au maximum dans un environnement automatisé. Donc tests unitaires, UI, l'analyse de code. On va essayer de réduire la surface d'attaque. Donc par défaut, aujourd'hui, simplicité, c'est probablement un changement de politique qu'on va mettre en place. Au lieu de livrer des images, des environnements, où par défaut tout est ouvert parce que c'est pratique pour le designer. Donc ce qu'on livre, c'est un environnement de développement en fait. Ce qu'on va livrer maintenant, c'est des environnements qui sont sécures par défaut et où le développeur, le designer simplicité va devoir ouvrir les canaux pour pouvoir travailler, pour pouvoir développer ses modules. Mais par défaut, l'idée c'est que les images soient sécures. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire. Et donc c'est ce principe général de réduire la surface d'attaque en fermant les endpoints IO, Maven, en enlevant les capacités de compilation. Donc par exemple, ça c'est un Dockerfile. Le principe général, donc c'est quand on construit l'exécutable qu'on va mettre sur les environnements de production. C'est un fichier qui sert à construire notre exécutable. Donc on va avoir une première partie de compilation de l'ensemble de nos modules. Donc on prend une image Maven qui contient un JDK, on va compiler tout ça, et ensuite dans un deuxième temps, on va copier l'ensemble des jars, des classes compilées dans notre fichier final. Donc on n'a plus de fichier .java dans notre image finale. Enfin, ça permet aussi de livrer à notre client ou à notre équipe d'intégration, ça permet de livrer systématiquement une image à jour, puisque à chaque fois qu'on veut livrer notre module, on est obligé de reprendre la dernière image de simplicité. Donc ça vous permet à la fois d'avoir des images qui sont plus sécures, mais également de vous maintenir à jour. Donc, déployer les images Docker à jour et également maintenir votre infrastructure.
Donc maintenant, j'ai un petit quiz. Donc cette présentation est disponible sur le forum. Et vous pouvez, à partir de ça, évaluer un petit peu où est-ce que vous en êtes dans vos bonnes pratiques. C'est aussi un outil qu'on met à disposition des métiers pour qu'ils puissent poser les bonnes questions à des développeurs simplicité, comprendre s'ils appliquent eux-mêmes les bonnes pratiques de développement. Donc, je vous fais pas le test maintenant, mais je vais le laisser afficher ici à la fin et vous pouvez le retrouver sur le forum. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires là-dessus, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Donc, encore une fois, vous retrouvez cette présentation sur notre forum et on a un projet d'exemple sur GitLab où vous allez retrouver l'ensemble de ce pipeline en open source et voir exactement comment chacune des étapes s'exécute. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que